Et salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette belle période estivale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit peu plus d'un an, j'avais fait un tour au Hackfest en 2023 et j'avais rencontré Louis Niffenegger pour une petite interview sur la création de sa plateforme Pentester Lab, que vous connaissez peut-être. Assez récemment, j'ai eu envie de me faire une petite séance de rafraîchissement sur les bases du pentest web. Et plutôt que d'aller encore et toujours sur la même plateforme, je me suis dit que j'allais essayer Pentester Lab qui, d'après son créateur, était spécialement conçu pour apprendre le pentest web. Spoiler alert, j'ai pas mal apprécié l'approche et la philosophie de la plateforme, mais j'avais une question qui restait en fond. Comment est-ce qu'on fait quand on est un entrepreneur seul pour créer une plateforme qui puisse faire concurrence aux mastodontes du domaine comme TryHackMe, Hack-the-Box ou Portswigger? Et ça tombe bien, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Et oui, 17ème CyberTalk déjà. On avance vers les 20, puis là, ça fait un bail maintenant qu'on fait ça. Comme toujours, je suis accompagné de Nubosaurus, toujours en noir et blanc. Comment il va, Nubo? Bah ça va, écoute, hein. Il est tard en métropole. Il est 23h, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher, tout va bien. Ah, il dort pas encore, papy, ça c'est bien. Non. Il est avec nous. On va peut-être me réveiller pendant l'émission, mais... Non, pitié, pas ça, pas ça. Bien, je rappelle le concept comme d'habitude. Nous sommes deux enthousiastes et professionnels de la cybersécurité avec un maximax de montagne de questions de l'an 2000. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression enterrée depuis 20 ans. Aujourd'hui, la thématique, c'est les plateformes d'apprentissage. Et pour parler de ça, on reçoit Louis Niffenegger, j'espère que je l'ai bien dit, qui est le créateur de la plateforme Pentester Lab. Comment vas-tu, Louis ? Très bien, ici c'est le matin, il est 7h du matin, donc je suis en pleine forme. Je me réveille juste presque. Très bien, effectivement. Alors pour les petits détails d'organisation, donc tu es en Australie, à Melbourne, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Nubosaurus est en Bretagne et moi je suis à Montréal au Québec, donc au niveau des horaires c'était assez compliqué. Chez certains il est 23h, d'autres il est 7h du mat, chez moi il est 17h, c'est la belle vie. Mais voilà, on a dû bricoler. Le soleil ne se couche jamais sur Hackback. Non. Non, si, quand même, au bout d'un moment on dort un peu, mais voilà, c'est une légende. Surtout quand Zack et Doomer sont là, c'est une vraie légende. Bien. On va passer... Où est-ce que j'en suis? Je suis perdu. Oui, à présentation. Écoute, Louis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es ici ce soir avec nous? Alors, mon nom est donc Louis, je suis le founder de la plateforme Pentester Lab, donc c'est moi qui ai créé Pentester Lab il y a une quinzaine d'années, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et donc mon boulot c'est de gérer, créer le contenu de la plateforme, gérer un peu tout sur Pentester Lab. C'est toujours c'est une petite plateforme, donc il y a beaucoup à faire. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Donc ça va de créer du contenu, créer des labs, faire du support, faire de la vente, faire du marketing, un peu tout le fun d'un petit business, voilà. Très bien. Parfait. Je sens qu'on va avoir une bonne discussion là. J'ai très hâte parce que ça fait partie des choses que j'ai envie de faire aussi. Donc je sens que ça va beaucoup m'intéresser ce soir. Bien, alors pour les sujets du soir, qu'est-ce qu'on a dit qu'on parlait? Eh bien, on va commencer avec la genèse un peu de la plateforme. Tu l'as dit, ça fait un sacré paquet d'années qu'elle est sur pied maintenant. On va repartir un petit peu au début, voir comment est-ce que tu as pu lancer tout ça. Ensuite, on va parler de comment exister face à la concurrence, parce qu'on sait très bien que dans le domaine, il y a des mastodontes quand on parle de Open Classroom, de Hack-the-Box, de TryHackMe, de plein d'autres plateformes. Comment est-ce qu'on fait pour exister face à ces personnes, à ces entités-là? Et puis on va parler, comme d'habitude, un petit peu du futur de l'apprentissage, parce qu'on va quand même parler pas mal d'apprentissage aujourd'hui, et il y a pas mal de nouveaux outils qui ont débarqué les dernières années, et on est curieux d'avoir ton avis sur la question. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée? Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Très bien. On va commencer avec le commencement. Déjà, qu'est-ce que c'est Pentester Lab? Donc, très bonne question. Donc, on a une plateforme d'apprentissage où les gens peuvent apprendre à leur propre rythme majoritairement l'attaque d'applications web et c'est la revue de code. Donc, en fait, on se connecte, c'est basé sur une subscription
Et après, on a accès à autant de labs qu'on veut. Et le but, c'est on démarre un lab, un peu comme un petit CTF, un petit Capture the Flag. On a un challenge, on démarre le lab, on accesse, on résout le problème, que ce soit, je ne sais pas, attaquer des JSON Web Tokens, exploiter une injection SQL ou une traversée, une directory traversal. Et à partir de là, on récupère une clé comme dans un CTF où on réussit à avoir exécution de commande comme dans un CTF. Et après, ça marque l'exercice comme fini. Contrairement à un CTF, il y a aussi des vidéos pour guider les gens. Souvent, on a une vidéo d'introduction pour dire voilà, c'est ce qu'on va faire et voilà comment ça se passait. Après, on a aussi une spoiler vidéo où on explique comment faire step by step. Voilà, on clique là, ou on tape ces commandes là, ou on écrit ce script. Et aussi souvent, de plus en plus, des vidéos où on explique le code. C'est-à-dire regarder le code de l'application qu'on est en train d'attaquer et dire c'est pour ça qu'il y a un problème. Expliquer le problème vraiment en in-depth, vraiment au fond pour voir vraiment tous les petits détails qui rendent l'exploitation possible, quelle a été l'erreur faite par le développeur de l'application. Voilà. Et oui. Du coup, ça s'adresse à qui exactement Pentester Lab? Parce que dans le panorama, le paysage en fait des plateformes de formation, bon, on va pas citer forcément les autres, mais tout le monde les connaît, entre Try Like Me, Xbox, etc. Et on va dire elles ont chacune, on va dire, un public ciblé assez différent. Et j'aimerais savoir, toi, du coup, là-dedans, Pentester Lab, tu te situes où en fait? C'est pour les débutants, les experts, c'est plus pour les entreprises, les écoles, les pros, etc. Enfin, où tu te situes là-dedans en fait? En fait, c'est très dur de se situer parce que tout le monde est différent. Donc nous, pour l'instant, on n'est pas trop pour les débutants, c'est-à-dire que je ne vais pas expliquer aux gens comment installer un proxy comme Burp. Ça, c'est considéré des choses que les gens doivent savoir en ce moment. C'est peut-être quelque chose qui va changer dans le futur. Mais on part à peu près de ce niveau-là et on essaie de monter en difficulté pour aller jusqu'à des niveaux très très complexes. Et ça passe surtout... Et c'est ce que j'essaie d'avoir comme différenciateur, c'est d'avoir une façon de dire, nous, ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est pas comment lancer un outil, c'est comprendre l'attaque en profondeur. Et au niveau des gens, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises, beaucoup de professionnels, mais c'est marrant, on a des professionnels qui arrivent sur la plateforme et qui la trouvent trop dure, et on a des gens qui sont développeurs JavaScript, et qui déchirent tous les labs parce qu'ils sont... Donc c'est pour ça que j'aime pas trop cadrer les gens, parce qu'en fait c'est tous les gens qui ont un désir d'apprendre et qui aiment bien comprendre les raisons pour lesquelles il y a des vulnérabilités, ou les raisons pour lesquelles on est capable d'exploiter des vulnérabilités. Pas juste des gens qui veulent ./run et avoir un shell. C'est vraiment on essaie de voilà, c'est ça le différenciateur pour moi pour Pentester, c'est essayer de dire aux gens voilà, on va faire du hacking, mais on va mettre un chapeau d'ingénieur quand on fait ça. On comprend pourquoi les choses marchent d'une certaine façon, on comprend pourquoi on peut exploiter cette vulnérabilité. On apprend comme ça et comme ça, parce que juste lancer une commande, c'est un peu triste. C'est bien, mais voilà, on essaie d'apprendre aux gens à écrire leurs outils. Et ça, il y a des gens, des étudiants qui s'en sortent très très bien, il y a des professionnels qui s'en sortent très très bien, c'est un peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à ce niveau-là où quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur un ordinateur peut commencer, quoi. Faut savoir un peu taper sur un Linux, faut savoir utiliser Burp et des choses comme ça. Du coup, juste pour être un peu plus précis, je suis désolé, j'essaie de tirer les verres du nez du coup. Pour globalement, le niveau, tu recommandes... est-ce qu'il faut savoir dev? Est-ce qu'il faut savoir... faut avoir des bases en réseau, j'imagine? Est-ce qu'il faut avoir des bases en système? Est-ce qu'il faut avoir des... connaître déjà une multitude d'outils? J'ai bien compris que Burp, faut déjà pas maîtriser, mais bien connaître un petit peu, quoi. Toi, tu te placerais le curseur où à peu près? Pour avoir un peu toutes ces bases, mais le problème c'est que j'hésite encore à donner ça parce qu'il y a des gens qui vont être très confortables à être inconfortables. C'est-à-dire qu'ils vont galérer et ils vont apprendre petit à petit, chercher à côté sur internet, quand ils comprennent pas, ils partent sur une autre piste, ils regardent un peu sur Google ou ils regardent la vidéo
4 fois, 5 fois s'il faut. Et il y a des gens, dès que c'est pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils sont complètement bloqués et complètement perdus. Et donc les gens qui sont complètement bloqués et complètement perdus, eux, ça va, ils ont besoin d'un meilleur niveau pour commencer, alors que les gens qui sont contents, qui sont confortables à être inconfortables, s'en sortent très très bien parce qu'ils disent oui, voilà, ils vont avec le flow, ils vibe hack. Et donc c'est vrai, il n'y a pas vraiment de, en fait c'est ça, donc je fais le support pour Pentest Lab parce qu'on est encore assez petit, et en fait j'étais surpris par des gens qui je dirais connaissent rien, mais quasiment, et qui vraiment ont un niveau de une capacité à apprendre et à résoudre les problèmes et à apprendre des nouvelles choses très rapidement. Et il y a des gens qui sont déjà à un bon niveau, mais dès que c'est un peu bloquant, ils perdent tous leurs moyens, ils n'arrivent pas à passer cette barrière mentale de oui, c'est pas un cours qui va me guider exactement sur cliquer, clic. Voilà. Donc voilà. C'est dur à expliquer, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu que je vis régulièrement avec la plateforme, c'est que les gens, en fait, les gens sont très différents et il n'y a pas d'une taille pour tout le monde, quoi. Tu cherches quand même un petit peu à former une certaine autonomie, en fait, chez les gens, du coup. Ah oui, là c'est vraiment apprendre à quelqu'un, donner à quelqu'un un poisson et on le nourrit pour une journée, apprendre à quelqu'un à pêcher et il les nourrit pour le reste de sa vie, oui. Moi j'apprends aux gens à pêcher, je donne pas de poisson. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, alors spoiler, je me suis abonné à la plateforme pendant un petit mois, j'ai dû faire je pense une 30aine de labs, un truc comme ça. Et le truc qui m'a bien plu, alors on en reparlera dans par rapport à la concurrence, mais la différence moi que j'avais vue, c'est que justement que tu faisais des code review en fait de ce qui se passait en bac en fait. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est assez rarement le cas dans les choses, même des choses débutantes, tu vois. Il y a des bouts de code par exemple où je me suis rendu compte, ok, je sais faire l'attaque, je regarde l'explication sur la code review et je me dis bah non, je comprends pas là, pourquoi il y a toutes ces parenthèses, ça marche pas le code qu'on injecte, genre ça marche pas. Et j'y ai passé 2-3 heures et au bout d'un moment j'ai un peu laissé tomber et mon collègue de taf, on a regardé ensemble, il me dit non mais en fait t'as pas compris, ça injecte dans tel bout de code, et puis on a repris le truc et ça fait sens et c'est incroyable. Donc, c'est ça, okay. C'est ça, et ça c'est quelque chose que j'adore, c'est justement quand j'ai en support, quand j'aide les gens comme ça, quand ils ont ces moments de haha et que tu vois, même si c'est avec un email, tu comprends que les gens ont vraiment gagné une compréhension d'un niveau vraiment supérieur à juste exploiter une vulnérabilité, quoi. Ok. Alors, ok, donc, j'ai exploré un petit peu la plateforme. J'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui étaient plus anciennes et plus débutants, entre guillemets. J'ai vu des choses, des choses pour débutants sur Linux, par exemple, de l'exploitation, tu vois, des command injection, des trucs comme ça. Est-ce que en gros, tu proposes des exercices pour un petit peu tous les secteurs de hacking, ou est-ce que tu te focalises sur certaines sections qui t'intéressent, toi ? Donc, en fait, je fais moi, ma passion, c'est appliquer la sécurité des applications, le web, un peu de crypto, un peu de tout, beaucoup de Linux. Mais le focus de Pentest Lab, c'est vraiment sur le web et sur la revue de code web. Mais je me suis rendu compte, en fait, à force d'apprendre aux gens et de faire le support encore, qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément les connaissances nécessaires sur Linux et Unix, et qui leur manquait, par exemple, ok, j'ai une injection de commande en Ruby, mais je ne connais pas Ruby. Ou j'ai une injection de commande, mais je ne connais pas Linux assez bien. C'est pour ça que justement j'ai créé ce badge Unix, pour donner aux gens la connaissance de base qui leur permet après, quand ils attaquent les applications web, d'être capable de dire ok, là j'ai une injection de code, on dirait du Ruby, voilà ce que je peux faire. Ou j'ai une injection de code, c'est sûrement du PHP, voilà ce que je peux faire. Et en fait, c'est vraiment ce badge Unix est venu après, parce que les gens, parce que justement du besoin, en fait, pardon, le français des fois, du besoin de justement de tous ces
clients qui n'avaient pas forcément les connaissances de base nécessaires pour les badges après sur l'exploitation web. Et c'est la même chose, par exemple, on a un badge sur comment analyser des PCAP. C'est très simple à faire. Il n'y a rien de compliqué dans ce badge, c'est juste ouvrir un PCAP et regarder, trouver une information. Mais je me suis rendu compte aussi que des gens, par exemple, n'avaient jamais vu une trace SMTP, ou n'avaient jamais vu une requête ou une connexion FTP, ou n'avaient jamais vu, par exemple, un handshake TLS, ou comment récupérer un server name indication quand on a un hello check du client. Et toutes ces choses-là, en fait, je me suis dit, oui, en fait, d'avoir ce badge, qui n'est pas forcément le plus sympa à faire, mais au moins ça apprend aux gens, ça leur donne ces bases qu'ils n'avaient pas forcément. Donc c'est pour ça. Mais vraiment, le but est de faire une chose et de le faire bien. Donc je veux pas être la meilleure plateforme ou la plus grosse plateforme, je veux être la meilleure plateforme quand les gens apprennent l'attaque d'application web et la revue de code. Ok, impec. Bon, on va y revenir juste après alors par rapport à la concurrence. Alors ok, donc on a capté le niveau un peu d'entrée, savoir un peu utiliser les outils, etc. Imaginons, je me motive, en 3-4 mois je termine Pentester Lab, je sais pas du tout si c'est faisable ou pas, mais bon. Imaginons je fais 100% des cours, des exos, etc. Quel niveau j'ai? Alors est-ce que ça correspond à un niveau déjà? Et quel niveau j'ai à peu près? Est-ce que je peux le comparer à une OSCP, à un master en cyber, je sais pas, ce genre de choses là, ou est-ce que c'est trop différent? Donc personnellement, déjà, je n'ai que le retour d'expérience de clients. J'ai aucune certification malheureusement. Et donc j'ai un master en cyber, mais d'il y a peut-être 15-20 ans, donc ça a beaucoup changé, j'imagine. Donc je suis pas forcément la meilleure personne à qui demander ça. Les gens me disent que j'ai récemment eu un email de feedback que quelqu'un me disait qu'en fait la profondeur à laquelle j'allais dans ce que je partage en termes d'information, de knowledge, désolé, était aussi bien que des cours de sens. Peut-être même mieux pour certains trucs. Donc ça vraiment dépend. Je pense que c'est au-dessus du OSCP, parce que OSCP est quand même quelque chose de très basique. Les gens trouvent que c'est une très bonne préparation pour, je crois que c'est l'OSWE, celui qui fait de la revue de code, oui. Voilà. Donc les gens trouvent que c'est souvent une bonne idée de faire ça, de faire les badges qu'on a en code review avant de faire l'OSWE, parce que vraiment c'est déjà beaucoup moins cher. Et après, c'est une très bonne préparation pour ça. Après, l'avantage que j'essaie de donner aux gens qui utilisent Pentester Lab, c'est d'avoir justement encore cette idée ils apprennent à pêcher. Et donc après, normalement, ils ont les fondations pour pouvoir continuer tout seuls et sans avoir besoin forcément d'avoir des certifications et des choses comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a quelqu'un qui récemment a passé tout son temps sur Pentester Lab, je pense dans les 40-50 heures par semaine, et qui a fait tous les labs en 2-3 mois, je crois. Donc si quelqu'un s'ennuie pendant les vacances d'été, là, ça va bientôt arriver. Voilà. 50 heures semaine, tu t'ennuies pas, ça c'est sûr, oui. Ouais, non, mais du coup, ça t'est venu comment cette idée en fait? Et puis ça t'est venu quand aussi cette idée de créer une plateforme? C'est deux questions parce que ça existait. Est-ce que il y avait déjà des plateformes pour l'apprentissage? Il y avait déjà des plateformes pour les chals, ça c'est sûr, mais c'était donc en fait je suis arrivé en Australie il y a très très longtemps et en 2009, donc il y a bientôt 16 ans. Et je me suis un peu intégré dans la communauté locale et au bout d'un moment j'ai eu le droit de donner un training à une des conférences locales qui s'appelait RuxCon. Donc quand tu prépares ton premier training, il y a des centaines d'heures qui passent à créer les labs, à créer le contenu, à créer les slides et tout ça. J'ai fait ce training, ça s'est très bien passé. Et après, j'ai fini ce training et je me suis dit, j'ai tout ce contenu et je fais rien avec. J'attends l'année prochaine pour la prochaine conférence. Et je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien de faire quelque chose et de le mettre en ligne, quoi, ou de trouver une solution. Et à l'époque, j'avais vu des choses similaires, une plateforme qui s'appelait Pipcode
pour les développeurs. Et je me suis dit, je pourrais faire la même chose pour l'attaque d'applications web. Et donc j'essayais de vendre à l'époque une ISO, donc pour commencer dans VirtualBox ou VMware à l'époque, et lancer l'ISO et pouvoir avoir un PDF avec toutes les explications de comment attaquer l'application web. Je pense qu'en 6 mois, j'ai fait 2-3 ventes. Et en fait, je me suis dit, mon but, c'est pas de gagner $20 par mois. Mon but, c'est de partager l'information. Donc, j'ai rendu tout gratuit. Et là, les gens, c'est là vraiment que Pentester Lab a explosé. Et j'ai continué à faire ça pendant quelques années, pendant au moins 6-7 ans. Et au point où on continue à faire du support gratuitement, on continue à faire tous ces labs gratuitement pour tout le monde. Et au bout d'un moment, j'ai eu le premier enfant, j'ai continué gratuitement, deuxième enfant, et je me suis dit, est-ce que je préfère passer du temps avec ma famille ou est-ce que je préfère bosser sur Pentester Lab? Et ça devient dur surtout que, il y a le support à faire qui n'est pas toujours facile, les gens ne sont pas toujours agréables sur Internet. Et vraiment, on est là à dire, et je me suis dit, je vais essayer de faire une version pro, une version payante et voir ce que ça donne. Et là, ça a commencé, donc ça c'était c'était un peu juste avant, c'était en décembre 2015, 2016, quelque chose comme ça. Décembre 2016, je pense. Oui, 2016. Ou décembre 2015, et ça a commencé, Non, décembre 2016, pardon. Et ça a commencé très très vite à aller très très bien, et à l'époque, je travaillais encore, et donc c'est pour ça que j'ai continué. Et voilà. Il y avait déjà des plateformes à l'époque? Pas vraiment en fait. Il y avait Offsec qui était là, mais il faisait surtout toujours de la certification, de l'examen, mais il n'y a pas vraiment de plateforme pour apprendre réellement formalisé. Ouais. C'était. Du coup, ok. Tu t'es engouffré dans un vide en fait qu'il fallait absolument combler, quoi. Oui, je sais même pas s'il y avait en fait de vide en fait. Je pense que les gens étaient pas encore, les gens prenaient encore beaucoup tout seuls ou beaucoup à des trainings, à des conférences et des choses comme ça. Je sais pas s'il y avait vraiment un vide à ce moment-là ou c'est plutôt ça s'est créé petit à petit parce qu'il y a eu de plus en plus de plateformes comme ça. Ok. Mais c'est-à-dire que donc tu faisais ça gratuitement, ouais. Ça veut dire que tu avais un boulot à côté. Ouais. Tu faisais quoi? Donc quand j'ai commencé Pentester Lab, j'étais pentester, j'étais même CTO d'une petite compagnie de pentest à Melbourne. Après, j'ai quitté ce boulot-là et j'ai travaillé en tant que code review pour une banque australienne pendant 1 an et demi. J'ai passé 1 an et demi en gros à lire du Java. Donc, ouais, pas la période la plus joyeuse de ma vie. Non, c'était très, très, très intéressant, une très bonne expérience. Et après, j'ai commencé à faire de la sécurité des applications pour la Poste australienne et pour Fitbit, pour les petites smartwatches. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, donc en même temps que je faisais ça, je faisais la version payante de Pentester Lab. Donc jusqu'à le boulot de code review, je pense que je faisais la version gratuite. Et après, quand j'ai eu ce boulot, j'ai commencé à faire la version payante. Et là, ça a commencé à grossir au point que j'ai dû quitter mon boulot à Fitbit parce que c'était trop. Je pouvais pas plus faire les deux en même temps, quoi. Parce que trop de support, trop de travail, quoi. C'est ok. Genre en termes de chiffres de personnes qui consultaient Pentester Lab, t'as une idée un peu du moment où t'as fait la bascule en gros de quelle affluence tu avais sur le site? Je gagnais à l'époque, je gagnais en gros 2 salaires. Mais bon, j'avais aussi, c'était encore assez récent, mais Pentester Lab était encore assez récent, j'avais peut-être commencé 1 an et demi, 2 ans et demi avant. Et je pense que de mémoire, oui, quand j'ai arrêté, quand j'ai fait la bascule, je venais d'avoir 3 ans, ma troisième enfant, donc c'était aussi au point où j'étais un peu frileux de me dire bon, c'est bien Pentester Lab, ça a l'air de marcher, mais si ça s'arrête demain, j'ai une famille à nourrir et tout ça, donc c'est pas forcément. Ouais. Et je suis très risk averse. J'aime bien la sûr. La stabilité, ça se comprend. En même temps, avec 3 enfants, tu fais pas n'importe quoi, c'est vrai. Voilà, ouais. Très bien.
Très bien, très bien. En termes d'époque, ça correspond à quoi? C'est le début de Hack the Box, non, je pense, Noubo Hack the Box, c'est 2017. 2017. Ouais, ça- Ah ouais. Oh, non, on est si vieux que ça, c'est terrible. C'est un bon bout de temps. Avant Hack the Box, en fait. C'est avant Hack the Voilà. Box, ouais. Je pensais que ça avait été créé à peu près en même temps, mais ouais, c'est un peu avant. Ok, ok. La version payante, ça devait être à peu près au même temps, ouais. Que Hack the Box a été créé. Ok. Donc, ouais, donc t'as eu quand même 2-3 ans, c'est ça où tu as fait ça, entre guillemets, bénévolement. Enfin, bénévolement, tu montais ton projet, mais ouais, t'étais pas payé pour, ouais. Même plus que ça, je pense. Entre 2000, ouais, je dirais 2000, fin 2000, milieu 2012 jusqu'en 2017, ouais, 4-5 ans, ouais, quand même. Ouais, quand même. Après, c'est pas. Enfin, ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes. C'est-à-dire que c'était gratuit, j'ai gagné pas de sous, mais j'ai pu faire des trainings grâce à ça. À partir du moment où j'ai commencé Pentester Lab gratuitement, je pense que j'ai jamais eu à envoyer un résumé de ma vie. C'est-à-dire que, voilà, les gens venaient me voir en me disant on veut travailler avec toi, voilà, est-ce que tu veux faire ça? C'est beaucoup de. J'étais pas rémunéré, mais au moins ça rendait ma vie un peu plus facile. Oui, t'avais quand même des retours là-dessus. Et ok. Et au niveau de la communauté, comment est-ce que ça a été alors accueilli? Je sais pas si on peut dire ça d'un projet qui naît comme ça, mais est-ce que ça a un peu facilité peut-être le lien avec la communauté quelquefois? Alors tu disais pour des trainings par exemple, mais est-ce que ça veut dire que genre t'allais en convention, comment ça s'appelle? Sur un salon, voilà, en conférence ou autre, les gens te reconnaissaient et savaient qui tu étais rapidement, ou est-ce que ça a mis plus de temps quand même à... Alors, un truc que j'ai fait qui est pas forcément très intelligent, mais c'est que en fait, pendant beaucoup de temps, Pentester Lab n'était pas c'était pas facile, enfin, c'était pas, ma personne, moi-même n'était pas exposé en fait. On me voyait pas, il y avait pas de vidéo de moi, donc c'était assez secret, donc les gens savaient pas que Louis faisait Pentester Lab. Enfin, si on regardait sur LinkedIn, on pouvait le trouver, mais c'était pas directement créé comme les gens push maintenant avec leur personnalité, leur plateforme derrière. C'était beaucoup plus, voilà, il y a Pentester Lab, il y a Louis, et c'est un peu deux choses différentes. Donc moi, j'étais pas reconnu, moi, personne, enfin, à part les gens qui me connaissaient, personne savait que si j'arrivais à une conférence, personne savait que je faisais Pentester Lab, quoi. Mais j'ai fait des workshops à DEF CON où justement je disais c'est Pentester Lab, c'est pas les gens qui font Pentester Lab, et là les gens venaient me voir, oui, oh, c'est exceptionnel, c'est avec ça que j'ai commencé, c'était voilà, c'est vrai. Donc ça c'était bien chouette aussi. Ça a mis, je suis pas sûr de bien avoir compté, ça a mis combien de temps pour passer de full gratuit en fait quand tu as démarré à une plateforme pro où il faut payer pour accéder? Je dirais 5 ans, oui. Ouais, je regarde les dates, mais je pense que c'est mi-2012 jusqu'à 2017, début 2017, fin 2017, pardon. Oui, je pense que c'est à peu près ça les dates. Et t'es seul à bosser sur la plateforme? J'étais seul jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et maintenant j'ai un designer et quelques gens qui m'aident avec les labs, mais c'est encore trop dépendant de moi. Voilà. Ok. Du coup, techniquement, ça veut dire que depuis 2015, la plateforme, j'imagine qu'elle a dû changer, énormément entre le front, c'est sûr, mais même au niveau back-end et tout, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là. Oui, pas tant que ça en fait au niveau back-end. C'est plutôt beaucoup de contenu, vidéo, contenu, beaucoup de contenu, surtout des améliorations, des nouvelles features, mais pas de gros changements en fait. Ça a toujours été à peu près la même tech, les mêmes labs, enfin la même architecture pour les labs et tout ça. J'ai passé du temps à préparer ça justement. En fait, pour l'histoire, en 2016, donc juste avant de faire la version pro, j'ai passé, je pense, 3 mois à essayer de faire une version pro. Et juste, en fait, je trouvais pas la bonne façon de faire les labs, de les booter, de tout ça. Et en fait, j'ai abandonné et j'ai recommencé après l'année d'après en 2017. C'est là que j'ai réussi, où j'ai trouvé, bon, ça c'est, voilà.
Et juste pour que les gens se rendent compte, ça représente à peu près, enfin à mon avis tu dois savoir, mais combien de labs, combien de vidéos, combien de temps? Je pense qu'on a 660, 680 labs, 700 vidéos. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, le nombre de labs, en fait, c'est intéressant, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai l'effet inverse où c'est très facile de faire beaucoup de labs, mais c'est très dur de faire des bons labs quand on a déjà beaucoup, et de vraiment d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc je passe un temps phénoménal à faire du triage de contenu, à dire ok, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça faut faire un lab dessus, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on apprend avec ça, est-ce qu'il y a une réelle valeur ou c'est ce que juste rajouter un lab pour dire je vous vends un lab de plus quoi. Et oui. Donc c'est oui, mais c'est vrai que et en fait ce qui est intéressant aussi c'est que le prix n'a jamais changé, donc la première personne qui s'est abonnée a payé $20 pour un mois pour accéder 5 labs. Qui sont dans ce que j'ai le white badge, et maintenant les gens payent exactement la même chose pour accéder 690 labs et 700 vidéos, quelque chose comme ça. Vache. Je m'attendais pas à 700 labs. Ouais, non, c'est aberrant comme chiffre, mais ça veut dire que. Enfin, comment tu sélectionnes du coup les sujets que tu vas aborder dans les labs? Tu check, j'imagine que tu as une veille de folie. En fait, et là-dedans, tu fais une sélection des sujets qui te paraissent quoi, les plus pertinents ou qui te paraissent les plus intéressants pour apprendre une nouvelle technologie ou un nouveau type d'attaque. Comment ça fonctionne ce choix des sujets en fait? Alors, il y a plusieurs axes en fait. Est-ce que la vulnérabilité va être intéressante? Par exemple, et c'est l'avantage d'avoir une plateforme qui fait de la revue de code et de l'exploitation, du pentest entre guillemets, c'est que des fois il y a une vulnérabilité qui va être très intéressante dans le code, l'exploit va être complètement ennuyeux quoi. Et des fois tu as une exploitation qui est très intéressante, mais le problème dans le code est complètement ennuyeux quoi, il y a rien d'intéressant. Et c'est pour ça que j'arrive à balancer, donc ça me permet de réutiliser les labs à plusieurs endroits ou de mettre le lab au bon endroit, mais il y a vraiment un gros travail de veille, un gros travail de sélectionner le bug, de dire ok, celui-là il est intéressant parce que l'exploitation est nouvelle, ou celui-là il est intéressant parce que la technique est un peu nouvelle, ou c'est quelque chose que les gens savent pas forcément, ou c'est quelque chose que les gens doivent apprendre parce que c'est la connaissance ou le pattern est intéressant. Par exemple, j'ai beaucoup de labs sur JSON Web Token, les JWT, et sur Single Sign-On with SAML, avec SAML, parce que justement, premièrement, ce sont des trucs, des protocoles ou des formats qui sont très utilisés, mais aussi la connaissance de base est très intéressante de comment casser des signatures sans casser la crypto. Juste à trouver des façons de passer autour même si on ne casse pas la crypto parce qu'on ne connaît pas la clé, on peut quand même trouver des bypass. Et tout ça, donc ça c'est par exemple, c'est une bonne raison d'avoir un lab sur quelque chose. Quand je vois des changements importants, il y a beaucoup de raisons. Mais plus il y a de labs, plus c'est difficile. Parce que j'ai pas envie d'avoir 10 labs sur, je sais pas, le SEM Directory Traversal. C'est pas très intéressant pour les gens. Donc c'est pour ça, et c'est ça qui est, je pense, l'avantage de Pentester Lab et aussi la difficulté avec Pentester Lab, c'est que on fait nous-mêmes les labs, enfin je fais moi-même les labs, je fais moi-même les vidéos, tout ça. Donc c'est en grosso modo une personne qui fait tout, ce qui est très embêtant quand on est cette personne-là, mais quand on apprend sur cette plateforme, il y a des gens qui adorent ça, qui disent au moins, voilà, c'est tout le temps la même chose, c'est souvent expliqué beaucoup plus en profondeur parce que c'est pas quelqu'un sur YouTube qui met une vidéo en vitesse de comment résoudre cela, quoi. C'est vraiment la personne qui a créé le lab qui explique en détail pourquoi ça marche, quel est le problème. Et voilà. Un autre problème, c'est d'être sûr qu'il n'y a qu'une seule vulnérabilité. C'est facile d'écrire un lab avec 10 bugs. Surtout si on n'est pas au courant de 5 des bugs, d'avoir un lab qui peut être solutionné que d'une façon est beaucoup plus compliqué. Mais c'est tout ça qui, je pense, fait la force de la plateforme. Et voilà. J'ai une question. Tu disais c'est compliqué de trouver de nouveaux labs à faire, mais
Moi, j'ai l'impression, alors ça va dépendre des esprits, mais tu vois, là par exemple, nous en ce moment, on essaye de mettre à disposition des petits cours écrits sur quelques bases de cyber ou même d'info en général. Quand tu crées Pentester Lab, est-ce que tu te dis, ok, j'ai envie de leur apprendre genre des vulnérabilités, tu vois, et des exploits un peu avancés en web, parce que c'est ça qui m'intéresse techniquement, et avec l'expérience que tu avais, je pense que c'est ça qui t'intéressait. Est-ce que tu t'es pas dit, oh ça m'emmerde de devoir créer 50 labs sur les bases, encore un pass traversal, encore une command injection avec une eval, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que ça t'a, entre guillemets, fait chier de créer ces labs de base, ou est-ce que tu t'es dit, non, c'est important, faut que je fasse une base? Comment t'as abordé ce problème, si c'en est un? En fait, j'ai vraiment vu ça dans le sens que mon but, c'est d'apprendre aux gens, et que si quelque chose est nécessaire, ça doit être fait. Et après, créer des labs avec une injection SQL ou un directoire, c'est assez facile à faire, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et j'ai un truc entier qui a été fait ça, qui s'appelle le badge essentiel, qui est juste voilà, tout ce que les gens devraient savoir, qui est la base. Enfin, la base déjà pas mal, mais bon, un bon top 10, disons. Et non, en fait, j'ai vraiment un plaisir à créer ces labs, en fait. Je trouve ça vraiment très intéressant, même si le lab n'est pas forcément le plus avancé. Je trouve qu'il y a toujours un aspect qui est toujours intéressant, où on peut pousser, expliquer vraiment mieux les choses, ou en tout cas essayer de mieux expliquer les choses. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois, le badge Essentials par exemple, c'est celui que j'ai fait, c'est par là que j'ai commencé. Je voulais voir la différence avec ce qu'il y avait sur notre plateforme. Et alors pour info, le stream est pas sponsorisé par Pentester Lab, hein. on l'a invité, enfin moi je l'ai invité parce que j'aime bien le personnage et puis la plateforme aussi derrière, donc voilà. Et j'ai trouvé vraiment que même sur des choses de base, tu vois, avec du pass traversage, etc., vu qu'à la base je suis absolument pas dev et vraiment je viens pas de là, je viens plutôt du réseau et du système, justement j'ai trouvé que l'explication du code derrière était très intéressante, même pour des passes traversales effectivement que j'aurais trouvé en 10 secondes sur l'exécution, sur la partie pentest. Mais ce qu'il y avait en back, bah ça par contre je l'avais jamais vu, donc c'était très intéressant. Ok. Combien de temps ça met à être créé un module lambda? Genre, imaginons, il y a une CVE qui sort, tu vois, il y a une CVE un peu ragoûtante, tu dis c'est parti, je fais un petit lab dessus. Combien de temps ça prend? Est-ce que tu le fais en une journée? Est-ce que c'est une semaine? Je dirais entre 5 minutes et 2 semaines. Voilà. Ça dépend vraiment de est-ce qu'il y a un exploit public, est-ce que l'exploit est facile, est-ce qu'il y a par exemple certains logiciels où ils ont déjà tout ce qu'il faut pour que je puisse packager un lab en 3 minutes. Donc ça c'est très facile. Donc des fois ça prend 5 minutes et des fois il y a des labs qui sont un peu plus compliqués parce qu'il y a beaucoup plus de recherche, il y a beaucoup plus de connaissances de base. Il y a aussi trouver la bonne façon d'apprendre aux gens. D'ailleurs, j'ai un lab que je trouve très dur pour moi à faire, à créer le contenu, sur la sérialisation Java. Parce que mon but n'est pas d'apprendre aux gens à utiliser le tool que tout le monde utilise, YSerial. Mon but est d'apprendre aux gens à écrire leur propre gadget. Donc, qui commencent de zéro et qu'ils arrivent à réécrire leur propre version de YSerial. Et ça, c'est très dur de créer la suite de lab qui rend les choses, qui commence de facile et qui rend les choses de plus en plus difficiles sans perdre la personne qui apprend. Et cela prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de recherche, de comprendre ok, pourquoi ça marche, comment je peux aider les gens aussi à comprendre pourquoi quelque chose marche sans leur dire pourquoi quelque chose marche. C'est très dur, c'est essayer que les gens se rappellent de ce qu'ils apprennent, et pour ça la meilleure façon c'est qu'ils trouvent eux-mêmes le petit truc. Et voilà, donc c'est tous ces petits mécanismes où c'est des fois un lab n'est pas forcément dur à faire, mais une suite de labs qui marchent bien les uns avec les autres devient beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est quoi ton process pour faire ça en fait? Est-ce que tu travailles d'abord sur papier ou est-ce que c'est papier, j'écris pas mal,
j'ai un gros notebook A3 là où j'écris justement, essayer de progresser, de trouver les trucs qui c'est ok, bon ça c'est comme ça c'est comme ça. Ça c'est mon but final, mon objectif, et comment je peux reculer de ça pour commencer et avoir les gens qui suivent petit à petit, quoi. Et quel que soit le sujet que tu vas aborder, est-ce que tu as un process et entre guillemets une techno qui va être redondante? Est-ce que tu vas procéder toujours de la même façon? Ou est-ce qu'en fonction des vulnérabilités que tu vas aborder, tu vas complètement transformer ta façon de travailler? C'est souvent le même process. C'est souvent créer un conteneur Docker et après arriver à faire l'exploit pour ça et après vérifier que tout marche et après le pusher en ligne. Mais après les technos, c'est très très différent. Des fois je peux réutiliser, par exemple si c'est une vulnérabilité dans un logiciel qui est déjà packagé, je peux juste réutiliser ça. Si c'est une vulnérabilité dans une librairie, je vais devoir réécrire le code. Enfin, je vais devoir écrire une application autour de cette librairie pour que la vulnérabilité soit là. Le côté fun, c'est que je dois faire ça en PHP, en Python, en Java, en Golang, en Scala, en tout ce que tu veux. Donc, voilà. Mais le process reste le même, mais après tout est différent. Se battre avec les systèmes de packaging dans plutôt 10 langages différents. Ouais. Mais c'est une bonne façon d'apprendre. Et un truc qu'on n'a pas abordé du coup, mais même dans les préparations, je pense c'est au niveau de l'infra, comment tu procèdes? Beaucoup de containers. Ouais. Et un truc maison que j'ai écrit qui démarre les containers et qui configure un Nginx et qui dit ok, bon, on démarre un container, on met ça là-dedans et voilà quoi. Et c'est beaucoup de Ruby. Pas très beau d'ailleurs. Beaucoup de Ruby, pas très beau. Est-ce que tu as un programme de bug bounty pour ta plateforme? Non, parce qu'on est trop petit. On est trop petit et c'est même trop petit et ça me prendrait trop de temps à gérer en fait tous les gens qui contactent pour dire oui, il manque un, je sais pas, par exemple. Parce que je reçois quand même des rapports. Ça c'est même si t'as pas de plateforme, tu reçois. Et non, beaucoup de gens qui contactent déjà pour dire oui, si je me log out, mais que je sauve mon cookie et qu'après je le remets dans mon browser, je suis toujours logged in. Oui, mais ce qui est bon, je comprends que c'est pas idéal, mais c'est par design, c'est comme ça que ça marche, les sessions qui sont signées. Donc, c'est pas des choses que bon, c'est pas vraiment un problème premièrement, mais deuxièmement, c'est des choses que je suis au courant parce que j'ai quand même quelques années d'expérience et voilà. Mais bon. Ah ouais, c'est assez logique, hein. Enfin, je veux dire en bug bounty, il y a quand même pas mal de gens qui connaissent Pentester Lab et il y en a pas mal qui sont formés dessus pour après partir en bug bounty, donc. C'est pas déconnant, on va dire. On parlera un petit peu plus tard en fait des autres plateformes, mais c'est vrai que plutôt que du Hack the Box ou Try Avec Me, etc., c'est plutôt Portswigger qui va se rapprocher le plus de ce qu'on peut trouver sur Pentester Lab, quoi. Et en l'occurrence, Pentester Lab vraiment très souvent abordé dans le sujet du bug bounty, quoi. Et petite question que j'avais niveau pro, là, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé, mais on avait une question qui était sur le côté rentabilité du business. Mais tu as partiellement, je pense, répondu. Est-ce que tu as lancé le pro? Combien de temps tu as mis pour être rentable en fait? C'est dur à dire parce qu'en fait, c'était très vite rentable parce que je me payais pas de salaire. Donc, pour me payer, je pense que ça a pris peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, pour être au même niveau de salaire que j'aurais eu avec un boulot normal, ouais. Peut-être que, ouais, à peu près, ouais. Et quand même. Du coup, t'as pu te mettre à plein temps dessus, quoi. Voilà. C'était très bizarre de quitter mon boulot un matin et me lever un lundi matin et me dire oui, maintenant je fais ça à temps plein. Ça y est, c'est mon taf. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Et est-ce que tu as eu je sais plus trop où je l'avais entendu ça, quelqu'un justement qui avait comme ça un projet à côté et qui s'y est consacré à temps plein et il racontait que justement les premières semaines, le fait qu'il y ait
plus ces deux boulots les uns à côté des autres, il était un petit peu paralysé sur son nouveau travail à temps plein et qu'il avait du mal à être aussi efficace, être aussi productif qu'avant, justement parce qu'il avait trop de temps, il était plus pressé par la vie et du coup il se perdait un peu. Est-ce que tu as eu ce décalage toi quand tu as fait ce passage ou pas du tout? Ah, complètement, oui, c'est quelque chose vraiment, c'est très très bizarre. On passe d'un moment où moi j'ai arrêté parce que je pouvais plus faire les deux, vraiment c'était plus physiquement possible. On passe d'un moment d'urgence à un moment où on sait plus quoi faire. Mais ça, enfin, ouais, pour moi c'était important aussi au niveau santé, des choses comme ça parce que les deux boulots ça commence à être vraiment très dur. Mais c'est vrai qu'au début on sait pas quoi faire, quoi. On sait, oui, voilà, on a l'habitude de soit faire les choses dans l'urgence, soit avoir un vrai boulot à côté où quelqu'un vous donne des directions. Et là, d'un coup, de passer comme ça, à ce stop là, comme ça, à dire oui, bon, se lever un matin et se dire bon, bah, je peux boire mon café, je peux tranquillement, voilà, et maintenant, il faut que je m'y mette, quoi. C'est assez bizarre au début. Parfait. Est-ce que tu as déjà eu des ennuis légaux pour ce que tu as fait? Alors, j'espère que tu n'as rien fait d'illégal, bien sûr, mais on sait que dans notre univers, parfois, il y a la loi qui vient casser les pieds sur certaines choses qui peuvent être considérées comme border, alors qu'on essaye de ne pas faire des choses border, bien entendu. Surtout qu'en plus, toi, ça fait un bout de temps que tu es dans le métier, donc je pense que quand tu as commencé à exercer le métier, c'était encore plus border, bien plus border même que ça l'est aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des petits coups de pression comme ça, ou pas du tout? Ça a été un long fleuve tranquille? Jamais d'ennuis légaux, non. Des petits soucis à l'école, mais jamais de problèmes légaux. Ok, donc ouais, il y a personne qui est venu te dire oh, attention, tu formes des futurs criminels ou quoi? Non, voilà. Bah, quand les gens viennent me dire ça, ma réponse, c'est la réponse de la chimie. On apprend à l'école aux gens à faire de la chimie, ils peuvent créer des bombes. Bah moi c'est la même chose, j'apprends aux gens à hacking, ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent après, c'est pas vraiment ma faute. Et le problème c'est que je peux pas arrêter d'éduquer tous les gens qui veulent faire la bonne chose juste parce qu'il y a que 2-3 personnes qui vont faire des choses mauvaises, quoi. Très bien, j'aime bien cette réponse, elle est propre. Est-ce que alors je crois que tu en avais un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu bosses aussi avec des entreprises ou voire même des écoles, des universités éventuellement? Donc on bosse pas mal avec des entreprises, on a des très gros clients entreprises et on a quelques écoles, mais là on a lancé une offre. En fait on a déjà une offre étudiante qui est moins chère que l'offre normale, et en fait ce qu'on veut c'est que maintenant ce que je veux c'est que ça se développe pour les entreprises, pour les universités, et qu'ils utilisent notre plateforme pour justement dans leur curriculum, quoi, pour dire bah voilà on va apprendre à faire ça sur Pentester Lab. Donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé récemment. Donc c'est le même prix que pour les étudiants, sauf que c'est pour les universités. Donc j'espère que ça va se développer. Mais on a pas mal de grosses entreprises parce que ils en ont besoin, et justement ils apprécient beaucoup la partie code, revue de code, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment assez unique, et aussi c'est quelque chose on l'apprend différemment des autres plateformes, dans le sens où beaucoup de plateformes apprennent la revue de code as part of désolé, l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils apprennent à revoir du code pour trouver des bugs qu'on peut exploiter. Moi, enfin, j'apprends aux gens à regarder du code, à trouver des bugs, même s'ils ne sont pas exploitables. Et en fait, c'est quelque chose que les entreprises, parce qu'il n'y a pas toujours une chaîne de bugs qui marche parfaitement dans la vraie vie. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent apprendre, c'est dire, ok, ça, c'est peut-être pas exploitable, mais au moins on sait qu'on devrait le fixer quand même parce que c'est pas idéal, quoi. Et voilà. Donc c'est pas de la revue de code juste pour dire, ok, on va exploiter quelque chose. C'est de la revue de code pour dire, bon, on apprend à trouver des vulnérabilités ou trouver des faiblesses dans le code. Voilà. Il y a une question dans le chat. Si les chiffres sont publics, la plateforme représente combien de membres actuellement? Et est-ce que tu as une progression? Les chiffres sont pas publics, je ne sais pas actuellement, il faudrait que je regarde. C'est pas une progression en ce moment, c'est assez calme. Surtout les entreprises en fait font très attention à leur budget en ce moment. Et donc c'est pas la fête là-dessus.
Mais ça monte et ça descend, voilà. Et voilà. Et alors, on va parler un petit peu concurrence. Comment tu vois les autres plateformes? Alors, je te demande pas ton avis, mais plutôt, est-ce que tu penses que est-ce que ça te fait peur, quoi, globalement? Ouf, dur. Donc, il y a plusieurs plateformes. Si je pense TryHackMe, je pense qu'ils ont vraiment bien fait dans le sens qu'ils ont parti pour, ils ont fait quelque chose qui est très bon pour les débutants. Et donc les débutants aiment beaucoup apprendre sur TryHackMe, ils commencent là. Et après, une fois qu'on a appris sur une plateforme, c'est très dur de passer à une autre plateforme. Enfin, c'est plus dur de passer à une autre plateforme. Hack the Box, en ce moment, marche très très bien, j'ai l'impression, vu de l'extérieur. Ils ont eu beaucoup d'argent, je pense qu'ils ont récupéré 52 millions d'euros en funding il y a 2 ans. Et on sent que, oui, on sent qu'il y a de l'argent. Alors, moi, dans mon petit bureau, dans ma maison, en Australie, c'est un peu plus difficile de gérer tout ça. Mais je pense que ce que je recommande aux gens, c'est d'essayer. C'est comme les langages de programmation. J'aime bien Ruby, les gens aiment bien Python. Ils n'ont pas raison, mais voilà, chacun est différent. Et le mieux, c'est tout le monde. Chacun est différent. Et ce qui est bien, c'est d'essayer. Il y a des gens qui adorent Pentester Lab. Il y a des gens qui vont pas aimer Pentester Lab. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui, je pense, adorent Hack the Box et il y a des gens qui détestent Hack the Box. Il y a des gens qui adorent TryHackMe, il y a des gens qui détestent TryHackMe. Et en fait, c'est trouver la plateforme qui marche pour eux. Voilà. Je suis pas Pentester Lab n'est pas la solution pour tout le monde, c'est la solution pour quelques personnes et de plus en plus de personnes, j'espère. Voilà. Mais si tu devais leur donner des arguments pour venir plutôt à Pentester Lab, tu leur dirais quoi? En fait, c'est quoi l'argument ou les arguments principaux en fait? Alors, c'est d'apprendre en profondeur. Voilà, c'est vraiment apprendre les détails qui comptent, apprendre pourquoi les choses marchent. J'ai un très bon exemple, c'est il y a un outil qui s'appelle JWT Tool et qui est utilisé par tout le monde, qui est utilisé dans tous les trainings pour casser les JWT. Et la personne qui a écrit ce programme, il a appris les JWT sur Pentester Lab. Voilà. Donc moi, mon but, c'est d'apprendre aux gens à écrire leurs propres outils, apprendre à comprendre les attaques, pas juste cliquer. De la même façon, par exemple, mon avantage aussi, c'est que j'apprends aux gens, par exemple, pas toujours utiliser Burp. Si on peut le faire avec curl, on le fait avec curl. Si on peut le faire en Ruby ou en Python, on le fait en Ruby ou en Python. Parce que, voilà, c'est plus facile d'apprendre aux gens d'utiliser un tool que de faire leur propre code. C'est plus facile de dire aux gens, utilisez notre tool, notre outil, parce qu'on essaie de vendre cet outil, comme Portstrigger. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Voilà, c'est clic, magic, j'ai hacké le truc. Non. On fait ça. Alors, par exemple, j'ai les vidéos qui sont très dures à faire. Par exemple, c'est les vidéos où j'écris le code et j'explique en même temps ce qui se passe. Oui, donc là, on va prendre le JWT, on va le enlever la partie là, on va le re-signer avec ça, mais on doit récupérer la clé en faisant ça et blablabla. Et ça, et voilà. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est aux gens, c'est voilà, apprenez à pêcher. Voilà. Voilà, apprenez à pêcher. Et c'est ça qui est important, je pense. Quelle que soit la plateforme que les gens préfèrent, qu'ils soient sûrs qu'ils apprennent à pêcher. Qu'ils ne soient pas là en train de se faire nourrir un poisson par jour. Parce que c'est pas... Il doit y avoir une âme de développeur quand même quelque part derrière, non? Oh, non, parce que c'est... La plupart des scripts d'exploitation, c'est 40 lignes, 50 lignes de code. Donc c'est pas non plus être un vrai développeur, c'est vraiment un peu de curiosité, un peu de scripting, un peu de ChatGPT, et voilà. Yes, carrément. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le tooling. Alors, sans dire forcément pour qui je travaille ou où je travaille, tu as plein d'environnements où tu peux pas utiliser les outils standards, on va dire. Tu parlais de Isoserial ou même de Burp, qui sont des outils qui sont pas autorisés dans certains contextes. Et puis même quand tu es en train de faire du pivot dans un réseau avec 8 rebonds, tu peux pas avoir ton Burp sur la machine forcément. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de des fois se démerder un peu avec la baguette et le couteau, n'est-ce pas? Et je trouve, parfois je trouve que ça manque dans l'apprentissage. Alors sur l'OSCP, je trouve que tu vois assez de machines pour apprendre à quand même pas mal te débrouiller. Et puis il y a des
propre lab sur Axe the Box, par exemple, où tu as vraiment du pivot à faire, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que tu as certaines certifs ou de plateformes que j'ai pu faire où à chaque fois je me disais, bon, encore un burp, j'en ai ras le cul, quoi, vraiment. Après, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut juste... en fait, c'est vraiment surprenant et de se rendre compte la différence entre comprendre une attaque, enfin, penser qu'on a compris une attaque et utiliser un tool pour l'exploiter, et réécrire son propre outil, parce qu'il y a vraiment des milliers de petits détails auxquels on ne pense pas, juste encoder les datas correctement. La plupart des outils ils vont encoder les caractères spéciaux automatiquement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Mais quand on écrit son propre outil, il faut le faire soi-même, il faut penser, ok, comment je l'encode une fois, je l'encode 2 fois, tout ça. Et tous ces petits détails, en fait, ça augmente la quantité d'apprentissage. Et aussi, des fois, il n'y a plus d'outils, il n'y a pas d'outils. C'est-à-dire que si on tombe sur un nouveau protocole que personne n'a attaqué avant, et qu'on est la première personne à faire ça, il n'y a pas d'outil. Il n'y a pas de plugin pour Burp, il n'y a pas de tool en Python qui fait ça, et il faut se débrouiller, quoi. Ouais. Et si on n'a jamais construit d'outils avant ça, c'est très très dur, la marche elle est haute. Alors que si on a passé son temps à écrire des petits scripts, on peut réutiliser, tiens, j'avais un script qui faisait ça, j'avais un script qui faisait ça. On prend des petites parties de ces vieux scripts et on arrive à monter une petite marche. Mais si on a fait toute sa vie que du burp et du dot slash de quelqu'un d'autre, la marche elle est très très haute. Ouais, effectivement. Et t'as aussi autre chose dans cette philosophie que j'aime bien, c'est aussi le fait que, de ce que j'ai vu sur Pentester Lab, il y a pas mal de labs qui sont sur des CVE précises, donc, et des choses assez récentes, en général ça évolue assez vite. J'ai trouvé ça intéressant parce que, notamment quand tu travailles encore une fois dans des environnements un peu sensibles, tu peux pas prendre le POC qui est sorti sur GitHub il y a une semaine et le lancer dans ton infra comme ça. Si tu fais ça, tu prends la porte et une baffe avec. Donc c'est intéressant parce que la démarche que tu donnes là d'essayer de creuser un peu et de faire ces tools soi-même, c'est quelque chose qu'on doit faire dans le métier si on est dans ce genre d'environnement. Tout à fait, oui, c'est... Vas-y, pardon. Je sais pas trop quoi ajouter. Non mais oui, je pense que c'est... Et juste le challenge intellectuel en fait. Juste le fait de se dire, en fait, je comprends les détails. Et moi j'ai une formation d'ingénieur et c'est vraiment que j'ai un plaisir en fait à comprendre tous ces petits détails, à comprendre pourquoi 2 lignes de code qui sont presque exactement les mêmes sont pas vraiment les mêmes, quoi. Et vraiment c'est vraiment un truc et que j'essaye de partager via Pentester Lab. Comprendre tous ces petits détails, comprendre pourquoi, comment exploiter vulnérabilité soi-même, quoi. Alors je parlais juste avant des CVE, justement, des CVE qui sortent au fur et à mesure. Alors, si on compare au mastodonte Hack the Box, par exemple, il y a énormément de pentesters qui font toutes les machines qui sortent, justement, pour rester à jour des nouvelles vulnes, etc. T'as souvent des nouvelles vulnérabilités qui arrivent, une box qui est créée pour ça, etc. Quelle est la différence entre ton approche et celle qu'on va avoir sur Hack the Box, par exemple ? Pourquoi, quels seraient les arguments, tu vois, des deux côtés? Comment est-ce que tu abordes, toi, cette approche de tiens, nouvelle vulnérabilité, nouvelle CVE, comment je fais un lab là-dessus? Alors, vraiment, beaucoup de triage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveaux CVE qui sortent et je vais pas forcément créer un CVE, un lab parce qu'il y a un nouveau CVI. Parce que, en fait, tout simplement parce que je crée les box moi-même, alors que d'autres compétiteurs, ils prennent un peu les box de tout le monde, quoi. Enfin, c'est un peu comme Airbnb. Airbnb est pas propriétaire d'aucune maison. Là, c'est la même chose. Ils ont, voilà. Ou c'est Uber. C'est le Uber de la plateforme de training. C'est pas forcément eux qui ont les voitures. Voilà. C'est la même chose. C'est pas eux qui créent les labs. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus de dire, ok, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que les gens vont vraiment apprendre quelque chose? Par exemple, quelque chose qu'on n'a pas aussi, et c'est un peu un truc comme ça, c'est qu'on n'a pas forcément de gamification, parce que c'est pas bon pour les gens qui apprennent. Et les gens veulent absolument faire une box par jour, ou ou être le top leader de leur pays et des choses comme ça. On fait pas forcément ça. Et c'est vrai que c'est un argument dans le sens qu'il y a peut-être moins de contenu, mais au moins il y a plus de cohérence dans le contenu.
En tout cas, c'est ce que j'espère. Je passe pas de temps sur Xbox, donc je ne pourrais pas le dire à 100%, mais c'est vraiment, le contenu est créé en interne et on fait les vidéos derrière et on fait tout comme ça pour que voilà, il y ait plus de cohérence. La gamification, c'est... Alors, j'entends l'argument que ça peut être parasite, mais il y a quand même beaucoup de monde qui se laisse embarquer justement par ce genre de petites astuces, on va dire, et que ça motive de monter dans le classement, monter dans les rangs. Toi c'est quelque chose que tu considères d'un peu parasite, c'est ça? Alors, c'est très bien pour continuer à aller sur la plateforme régulièrement, mais c'est l'effet négatif. C'est les gens qui apprennent la sécurité, qui apprennent à hacker, sont des hackers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de hacker le système. Quelle est la façon de monter dans le classement? C'est finir le plus de box le plus vite possible. Ou quelle est la façon de faire, de garder son nombre de strikes? C'est de trouver la box la plus facile chaque jour et de la faire. Et je dis pas que tout le monde va faire ça, mais c'est une tendance. Et le problème, c'est que justement, c'est un peu contradictoire avec l'apprentissage. C'est-à-dire que si quelqu'un passe une semaine sur un exercice sur Pentester Lab, mais félicitations, c'est extraordinaire. Parce que, premièrement, apprendre justement à attaquer les applications web ou à faire de la revue de code, c'est apprendre les techniques, mais aussi apprendre la résilience. Et la gamification, justement, ça diminue le niveau d'apprentissage. On apprend moins parce qu'on veut juste finir, parce que c'est ça le but, c'est pas d'apprendre, c'est de finir. Et aussi, le problème, c'est que les gens vont prendre des choses plus faciles et vont pas s'entraîner justement à se dire, ok, je vais passer une semaine sur cette box et je vais la résoudre moi-même parce que je veux vraiment comprendre et le faire moi-même. Je veux pas qu'on m'aide. Et voilà. Et je pense que c'est un aspect très important, surtout pour les gens qui veulent faire de la recherche de vulnérabilité, c'est être résilient. Pouvoir taper sa tête contre le mur pendant une semaine et après faire, allez, encore un petit coup. Et voilà. Et c'est ça que forcément... Et la gamification, ça, c'est pas bon pour ça. Après, pour moi, c'est une grosse erreur commerciale et marketing. C'est-à-dire que, voilà, si je pouvais dire aux gens, vous êtes top 1% sur Pentester Lab, ça serait extraordinaire pour le marketing. Tout le monde mettrait ça dans les LinkedIn profiles et tout ça. Ouais. Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi, top 1% sur Pentester Lab? C'est-à-dire que c'est moi qui apprends le plus vite, c'est moi qui apprends le moins bien. Si les gens regardent la vidéo et juste copient ce que je fais dans la vidéo, est-ce que c'est mieux parce qu'ils ont résolu plus vite le lab, ou est-ce que c'est mieux qu'ils aient passé 2 semaines à se taper la tête contre le mur et l'aient fait tout seul? Voilà. Mais au niveau marketing, c'est une horreur. Entre ça et pas faire de certification, je suis la pire personne sur Terre au niveau marketing. Je sais pas, hein, parce que tu vois, Try Hack Me, on rigole pas mal dans la communauté dès qu'on voit quelqu'un avec écrit top 1% Try Hack Me dans son CV. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, c'est tellement facile de l'avoir que ça diminue pas l'effort de la personne qui l'a, hein, je dis pas ça. Mais c'est tellement le niveau d'entrée que du coup, dès qu'on le voit, pour nous, c'est un filtre en se disant, bah non, la personne n'est pas prête parce qu'elle n'est pas passée au-delà de ça, tu vois. Donc je comprends ce que tu dis, c'est... Après, quand tu vois une omniscient sur Xbox, tu vas quand même pas dire que le mec il est pas un petit peu fort, quoi. Ouais. Je dis pas que quelqu'un est moins bon ou quelque chose parce qu'il fait Xbox. Je dis juste que la gamification. Oui. La gamification, c'est la course au résultat en fait, et c'est pas du tout l'apprentissage. J'ai bien compris ça. Ouais. Voilà. Mais après, ça veut rien dire de la personne. Il y a des gens qui sont très bons et dans les top leaders des plateformes, dans la gamification, il y a sans problème. Mais c'est pas ma vue en fait, malheureusement. Mais après, ça va malheureusement pas en fait. Hein, moi, je trouve ça hyper. Alors moi, j'aime bien la gamification, mais je trouve ça hyper intéressant que tu aies un point de vue complètement différent, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et du coup, une plateforme comme Xbox, on n'arrête pas de les citer eux aussi là ce soir. Du coup, c'est bien qu'il y ait Pentester Lab, parce que si ça leur plaît pas cette gamification et cette course au résultat, eh ben, il y a une autre façon de travailler qui est la tienne. Du coup, moi je trouve ça plutôt bien que ça t'intéresse pas du tout la gamification, quoi. Ouais, c'est quoi, ouais, je vais même y faire écho juste un petit instant, parce que genre il y a 6 mois j'ai tenté de passer l'OSEP que j'ai raté avec brio, n'est-ce pas? J'étais en mode me taper la tête sur les murs et j'ai appris énormément de trucs, c'était excellent.
Par contre, je pense que j'avais développé un vrai problème avec le résultat, tu vois, dans le fait de ne pas arriver à passer la certification, sur Hack the Box, ne pas arriver à faire des méga pro labs ultra durs, etc. Et j'ai commencé à avoir un petit, pas complexe, mais ça me faisait chier de pas réussir les choses. Et en fait, je suis un peu tombé dans ce que tu disais, c'est-à-dire de faire la course au résultat et pas à l'apprentissage, en fait, de ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur Pentester Lab et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de leaderboard, pas de points, de conneries comme ça, j'avoue que c'était un peu rafraîchissant quand même, et je me suis dit, ok, je vais juste prendre la connaissance qu'il y a dedans. Si je trouve pas du premier coup, bah c'est pas grave, je vais juste lire, voir la vidéo, voir les code reviews en fond. J'ai trouvé ça agréable, et ça rejoint mais certainement ton plus gros concurrent, j'imagine, le Portswigger avec la Web Academy, que j'ai trouvé dans cette même veine aussi, c'est-à-dire des labs qui sont assez carrés, avec des cours, avec l'explication, etc. Et il n'y a pas de concours de concours de bits ou quoi, avec moi j'ai 10 000 points, lui il a 8 000, je suis meilleur, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça fait du bien, de temps en temps ça fait du bien de, genre, juste on va apprendre des choses. Enfin, moi, j'ai déjà vu passer pas mal de posts en disant je suis à 70% de Portswigger, j'ai fait 80% des labs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hein. C'est vrai. On est quand même dans le résultat, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Toujours. Après, il y a une différence, je trouve, entre le mettre dans un CV pour dire voilà, je me suis investi et je fais pas rien de ma vie, et moi j'ai 60%, lui il a 80%, il est forcément meilleur. Ouais, peut-être qu'il a cliqué sur solution à chaque fois, je sais pas. Je pense que le plus important quand on est sur ces plateformes, il faut trouver la plateforme qui marche pour soi-même, et aussi régulièrement prendre une pause et se dire, est-ce que je suis en train d'apprendre ? Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui que j'étais hier ? Est-ce que j'ai appris des nouvelles choses ? Voilà. Et après, il y a des gens, Hack the Box, j'ai jamais essayé, donc je peux même pas dire si c'est bien ou pas bien. C'est... voilà, il y a une plateforme qui a marché mieux pour une personne et une autre, et voilà. Mais toujours se demander, est-ce que je suis encore en train d'apprendre ? Parce que c'est vite fait, et c'est pareil avec YouTube, TikTok, tout ça. Il y a beaucoup de gamification, beaucoup de choses pour rendre les gens dépendants de gagner des points, être meilleur, ou passer plus de temps, regarder plus de vidéos, ou des petits shots d'adrénaline, tout ça. Et voilà, il faut se demander, est-ce que je suis encore en train d'apprendre ? Est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau en faisant ça aujourd'hui ? Et voilà. Et ça peut arriver que des fois on n'apprenne rien du tout, mais si au bout de 2 semaines, chaque jour qu'on se pose cette question-là, on se rend compte qu'on n'a rien appris, il faut peut-être essayer de trouver une plateforme qui pourrait plus apprendre. Ou trouver, mais des fois c'est même pas trouver une plateforme, des fois c'est arrêter les plateformes et commencer à faire sa propre recherche. Parce qu'aussi, il y a ce problème-là où beaucoup de gens restent sur une plateforme ou passent d'une plateforme à l'autre juste pour continuer à apprendre, et ne jamais avoir à faire leur propre recherche. Et il y a un moment où, quand on a un certain niveau de seniorité, le boulot, c'est plus de passer des certifications, c'est plus d'être sur les plateformes, c'est de dire, moi, maintenant, j'apprends mes propres choses, je trouve mon truc de recherche qui m'intéresse, et je prends mes risques, et je suis un PAF que personne d'autre n'a suivi, ou en tout cas, où c'est pas un PAF qui est guidé par quelqu'un d'autre via une plateforme, c'est mon PAF, et c'est maintenant que j'apprends comme ça tout seul, et j'apprends à me débrouiller tout seul. Donc il faut aussi savoir dépasser sa plateforme, entre guillemets. Ouais, mais comme tu l'as dit, ça s'adresse quand même à des gens qui ont une certaine seniorité dans le boulot, quoi. Ah oui, oui. Il faut pas tout arrêter. Du coup, tu as dit quand même quelque chose d'intéressant. Tu n'as jamais essayé Hack the Box, mais est-ce que tu as essayé d'autres plateformes ? Non. J'ai jamais essayé Portswigger, j'ai jamais essayé Hack the Box, j'ai jamais essayé de travailler avec Me, j'ai aucune autre plateforme. Quelques raisons, je suis très occupé avec faire tourner Pentester Lab, les enfants, la vie, voilà. Deuxième chose, je pense pas que ça me... c'est un peu comme la gamification, j'ai pas envie de regarder ce que les autres font, sinon on a tendance à copier ou à prendre des raccourcis pour faire la même chose. Et j'ai pas envie de faire ça non plus parce que je pense que ça pourrait peut-être améliorer Pentester Lab, mais ça pourrait aussi peut-être faire souffrir Pentester Lab. Donc voilà. Donc j'ai des retours d'expérience de personnes qui me disent oui, ils aiment pas Pentester Lab pour ça, ils préfèrent Hack the Box pour ça, ou ils préfèrent Try Like Me, ou ils préfèrent Portswigger, voilà. Mais j'ai jamais essayé les autres plateformes malheureusement. C'est intéressant comme réponse. Je m'attendais pas à ça parce que tu vois pour mon esprit à moi,
monter un projet et produire quelque chose, c'est genre prendre la température un peu de partout pour être certain en gros de faire quelque chose. Ouais, voilà, de l'état de l'art pour être certain de faire un truc, tu vois, qui soit bien taillé à ma sauce et tout. Et ok, c'est intéressant. Donc toi, tu préfères ne pas te faire polluer. Ok, je m'attendais pas à ça, je t'avoue. C'est intéressant comme réponse. C'est en fait. Oh pardon, vas-y. Non, je préfère ta réponse que ma question. Merci. Surtout avant d'avoir entendu ma réponse. Exactement. Non, il y a un très bon livre là-dessus que je t'enverrai si tu veux sur la compétition qui s'appelle Getting Real par les gens qui ont écrit Ruby on Rails. Et en fait, quand tu regardes ta compétition, tu as tendance à essayer de faire une feature en plus que ce qu'ils ont ou faire mieux qu'eux parce que tu te dis, je vais pas vendre mon produit s'il n'y a pas au moins les mêmes features qu'eux. Et le problème, c'est que c'est pas vrai. Il y a des gens, par exemple, pourquoi les gens préfèrent avoir un Mac que Windows? Parce que l'ergonomie est meilleure. Pourquoi les gens préfèrent avoir Windows qu'un Mac? Et voilà. Chaque client est différent. Il faut trouver vraiment son argument pour dire, OK, c'est la vision de mon produit. Et c'est pas forcément c'est pas forcément la même vision qu'une autre plateforme a. Et c'est pas forcément ce qui est important pour eux n'est pas forcément important pour moi. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie partie de réflexion quand tu crées comme ça, quelque chose comme ton propre business où tu te dis qu'est-ce que je veux donner aux gens, qu'est-ce que j'offre aux gens. Par exemple, j'ai pas envie d'avoir plus de labs que les autres. Par contre, les meilleurs labs, ça me plaît plus, tu vois, ou avoir la meilleure qualité, ou avoir expliqué aux gens pourquoi les choses marchent d'une certaine façon, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment, quelle que soit ta vision, il faut vraiment avoir ta vision. Et c'est très facile de regarder ce que font les autres et de se dire, je peux faire comme eux, plus 3-4 features. Et en fait, le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas jamais commencer ton business parce que tu vas toujours dire, ah oui, mais ma plateforme, elle n'a pas la gamification. Ah, ma plateforme, elle n'a pas cette feature que Hack the Box a. Oh, ma plateforme, elle n'a pas cette feature que Try Like Me a. Donc, tu dois vraiment avoir un business qui a une opinion. Après, tu peux étendre. Mais au début, il faut commencer avec une opinion pour dire ça c'est important dans mon business, ça c'est pas important dans mon business. Et comme ça, tu as ton MVP, Minimum Viable Product, et c'est ça que tu crées. Parce que si tu regardes la compétition, après tu continues à coder, tu dis pourquoi les gens achèteraient chez moi? Parce qu'eux, ils ont 6 features et moi j'en ai que 3. Et du coup, pour simplifier. En effet. Et si tu vois une faiblesse sur ta plateforme, ça serait quoi? Alors, le marketing, la vente. Quelqu'un m'a dit récemment que j'ai eu un message récemment très très sympa me disant oui, pour cette personne c'était bien mieux que toutes les autres plateformes parce que justement ça allait plus en profondeur, mais il me disait que le site n'était pas assez flash, c'est pas assez aussi cool que les autres. On fait pas de certification parce que à nouveau la certification c'est pas. Je pense que le problème de la certification c'est que c'est très dur de dire une personne est assez bonne à ce niveau-là. Et il y a tous les problèmes de triche, les problèmes de qu'est-ce qui est important de tester. Est-ce que tu avoir une certification où on dit aux gens vous pouvez pas utiliser par exemple la dernière version de Burp, je trouve ça un peu bête. Vous pouvez pas utiliser Metasploit, je trouve ça un peu bête parce que la vraie vie, il y a Metasploit. Donc c'est pour ça on n'a pas ça. Et en fait, donc ça c'est sur le partie commercial, marketing, tout ça. Et aussi pour moi le plus gros truc en ce moment c'est rendre la plateforme plus abordable pour les débutants. Voilà. Pour 2 raisons, parce que ça m'aiderait à avoir plus de gens qui restent sur la plateforme. Et je trouve aussi que beaucoup de gens n'ont pas forcément une approche de l'apprentissage de la sécurité qui a un sens pour moi, dans le sens qu'ils n'apprennent pas assez il n'y a pas assez de compréhension de la technologie. Voilà. Et de pourquoi certaines choses sont faites d'une certaine façon. Par exemple, je ne sais pas. Oui, si on parle par exemple de TLS, les gens apprennent de TLS, mais ils ne comprennent pas forcément pourquoi on a le SNI, Server Name Indication, et pourquoi ça a été créé. Et plein de petits détails comme ça où donner une raison derrière les choses.
Pourquoi, quand on parle de DNS, il y a un query ID, il y a un petit query ID field dans la requête DNS, à quoi ça sert? Et tous ces petits détails que les gens n'ont pas forcément appris, et aussi ne se posent pas la question, et quand après ils arrivent sur des choses plus compliquées, n'ont pas ce réflexe de se poser la question de pourquoi il y a ça, 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 pourquoi ça a été mis en place, ça. Et voilà. C'est vrai qu'il y a... Alors, ça, c'est une tendance qu'on voit très souvent. On a des mèmes incroyables avec le mec qui allonge son pied de 15 km pour enjamber 30 marches et qui connaît pas les bases en réseau, en dev, en système, etc. et qui veut direct faire des use after free. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent ce truc-là. En même temps, je comprends aussi que tu as certaines personnes, tu sais, qui se disent ok, j'ai déjà fait, je sais pas moi, ça fait 2 mois, tu vois, que j'apprends le réseau, par exemple. J'en ai ras-le-bol, j'ai vu les vidéos YouTube, je veux hacker du stuff, j'ai envie de casser des trucs, et qui ont envie de se lancer un peu. Par exemple, tu vois, Try Hack Me, je trouve, sont pas trop mal là-dessus, c'est que très rapidement, tu arrives dans des labs où même si tu comprends pas grand-chose, tu vas arriver à faire quelques petits steps, et je trouve que c'est assez motivant quand même d'arriver à faire un petit lab, tu vois, te dire « Oh ok, j'ai utilisé l'exploit pour Eternal Blue, par exemple, avec le module Metasploit, ok, c'est mignon. » Après c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi aussi, c'est que ça donne l'effet inverse où tu as des gens qui arrivent et au bout de 3 mois ils te disent je vais me lancer dans l'OSCP, peu importe, je veux être pentester, tu vois, comment je me fais embaucher, et en fait quand tu leur fais la liste de toutes les compétences qu'ils doivent avoir et tout, bah, ils se rendent compte que bah non, ils ont encore peut-être 1 an et demi de travail avant d'y arriver. Donc non, mais c'est une discussion qu'on a souvent avec des gens, et malheureusement, ça demande du temps d'acquérir les bases. C'est long, c'est très long. C'est très long. Ouais, donc c'est plan pour tourner un peu plus côté école ou pro, ou c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Tu comptes rester sur le même entre guillemets mode économique, un petit peu sur le personnel en fait, ou est-ce que le côté pro école c'est quelque chose qui te parle le plus, quoi? Bah, on a pas mal d'entreprises déjà, et donc continuer là-dessus. Et après, j'aime bien apprendre à tout le monde, et aussi surtout quelque chose que je trouve important, c'est de donner le même contenu à tout le monde. Une fois que les gens prennent Pentester Lab, ils ont accès à tout. Il n'y a pas de version un peu moins chère ou machin. Les étudiants qui payent 35 pour 3 mois, ils ont accès aux mêmes choses que les entreprises qui payent le prix normal, quoi. J'aime bien avoir une multitude de clients différents parce que ça continue à améliorer la plateforme. Il y a des gens qui viennent de background de différents projets, il y a des développeurs qui utilisent Pentester Lab, il y a des gens qui font du SOC qui utilisent Pentester Lab, et tout ça, ça permet d'améliorer la plateforme, d'améliorer le contenu, et donc j'aime bien. Et oui. Et aussi, si par exemple il y a moins de clients d'un côté, ça permet de garder la balance un peu plus haute. C'est confortable, c'est plus confortable. Mais je veux rester aussi dans les prix raisonnables parce que j'ai, par exemple, j'ai des clients un peu partout dans le monde, et même donc $20 US par mois, c'est le prix de base. Pour quelqu'un qui vit aux US, c'est pas beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui vit en Inde ou au Bangladesh ou des choses comme ça, c'est beaucoup d'argent. Donc essayer de trouver aussi d'avoir cette diversité aussi de background. Voilà. Et quand tu parlais d'essayer d'orienter un peu plus la plateforme côté débutant, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Parce que là, tu as parlé un petit peu du côté IT, comprendre les technos qu'il y a derrière, etc. Mais ça reste... alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est assez péjoratif, mais c'est assez élitiste, en fait, la façon dont tu présentes le projet. C'est-à-dire que tu veux pas des gens qui soient juste efficaces, tu veux des gens qui comprennent et qui fassent leurs recherches. Et ça, c'est quand même pas le commun, quoi. C'est pas forcément ce qu'on attend de tous les pentesters, si tu veux. Et du coup, je me demandais que quand tu parles d'amener un peu plus les débutants sur la plateforme, comment tu pourrais faire ça? Donc en fait, mon but, c'est de créer du contenu, justement, qui va en espérant que les gens, en fait, vont changer un peu la façon dont ils apprennent, et pas juste apprendre le réseau pour apprendre le réseau.
ils apprennent le réseau, mais toujours avec une idée de threat modeling derrière. De dire, voilà, DNS, il y a le query ID pour bloquer cette attaque. Maintenant, on va parler de Linux, il y a des permissions sur les fichiers pour bloquer cette attaque. Il y a, ou parce que quelqu'un peut faire ça. TLS, on a TLS parce que on veut empêcher ça. On signe un paquet, on fait de la crypto, on signe un message parce qu'on veut empêcher ça. Et toujours expliquer aux gens pourquoi. Et leur expliquer pourquoi avec un chapeau sécurité. Pas juste leur expliquer pourquoi, leur dire voilà. Et comme ça, on a des gens qui débutent avec vraiment ils apprennent l'état d'esprit. Ils apprennent vraiment, ok, toujours à questionner, mais pourquoi on fait ça, mais pourquoi on fait ça, mais pourquoi on fait ça. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'endroits, c'est de dire, ok, pourquoi on fait ça, et aussi avoir une façon pour les gens qui veulent aller directement en cyber, d'avoir quelque chose qui est filtré, où il y a que, où il y a ce qui est vraiment important. Parce qu'il y a des curriculums réseau qui sont intéressants et qui sont très bien faits, mais ils ne sont pas forcément réseau pour aller sur de l'application web, par exemple. Moi, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est dire, ok, on va apprendre aux gens qui veulent, soit ils sont développeurs, soit ils sont juste étudiants, ou des choses comme ça, ils veulent aller dans l'attaque d'application web, on va leur apprendre ce qui est important pour ce profil. Voilà. Et voilà, donc changer le mindset et aussi pas trop donner, pas perdre les gens, quoi. Vraiment essayer de les guider sur ce qui est important, selon mon opinion. Mais voilà, et justement essayer d'être un peu moins élitiste, justement en disant ok, on va essayer de changer la façon dont vous regardez un peu tous ces éléments de la sécurité, toutes ces fondations, tous ces piliers de la sécurité, en disant on va les regarder, mais au lieu de les regarder avec un œil de généraliste, on va les regarder avec un œil de quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Ok. Est-ce que tu fais, en dehors on va dire de Pentester Lab et du modèle qu'on voit donc sur le site, est-ce que tu fais des fois des formations pour des écoles ou des entreprises, mais un petit peu différentes, c'est-à-dire juste au lieu de leur donner juste le contenu de Pentester Lab, est-ce que par exemple tu leur fais, je sais pas, un cursus guidé, tu vois, pour je sais pas, apprendre la sécurité JWT pour un groupe de développeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou tu aimerais faire ou pas encore? Donc là j'ai commencé à faire des trainings de code review live, et donc je fais ça, soit les gens s'enregistrent juste pour le training, soit les gens je le fais ça aussi pour des entreprises en privé. Donc je pense que j'ai commencé ça en juin l'an dernier, j'ai déjà fait 3 trainings privés et peut-être 6 ou 7 trainings publics. Et ça maintenant, donc ça c'était pour vraiment apprendre à trouver des bugs dans du code je suis en train de mettre ensemble pour l'instant un training aussi pour apprendre le développement sécurisé en Golang. Donc je fais ça aussi, donc je fais de plus en plus de choses comme ça, oui. Et du coup ça me permet aussi de prendre des choses. Il y a certains, par exemple, je vais regarder un CV et je vais dire celui-là il est pas très bien pour mon contenu code review sur Pentester Lab, il est pas très bien pour le côté exploitation dans Pentester Lab. Par contre, il est très très bien pour ce training live pour les gens, parce que j'ai le temps plus d'expliquer tous les détails. Et donc voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur, parce que c'est 4 fois 3 heures à parler en continu, sans interruption, mais c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. Et les gens ont l'air très contents. Parfait. On s'est rencontrés il y a 2 ans au Hackfest 2023, je sais pas si tu t'en rappelles d'ailleurs. Oui, c'est bien. Ok. Est-ce que tu fais ça souvent, de te rendre sur des salons ou en tant que Louis de Pentester Lab, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose que j'ai fait l'an dernier beaucoup, et l'année d'avant. Donc entre Hackfest et quelques conférences l'an dernier. Et en fait, essayer de trouver des nouveaux clients entreprises. Et donc, j'ai pris des stands à des conférences. J'ai fait Hackfest, j'ai fait JSEC à Dubaï, j'ai fait quelques conférences aux US. J'en ai fait une en Thaïlande. Et c'est quelque chose qui est pas vraiment mon truc.
de rester comme ça à parler aux gens tout le temps, voilà. Donc c'est difficile pendant 8 à 10 heures d'affilée pour moi, voilà. Et aussi ça coûte beaucoup de temps à Pentester Lab, donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire parce que c'était beaucoup de voyages, donc loin de chez moi, et beaucoup de temps passé à faire ça, alors que je pourrais rendre Pentester Lab meilleur plutôt que de faire ça. Donc c'est quelque chose que je voulais tester parce que c'est ce que la plupart des compagnies font. Ils prennent des stands aux conférences, ils vont à RSA, ils vont à tout ça. Et je me suis dit, je vais regarder ce que font les autres et je vais faire comme eux. Et une preuve qu'il ne faut pas faire ça. Parce que, voilà, pour beaucoup de compagnies, quand ils ont des budgets, quand ils ont une équipe de vente et des choses comme ça a beaucoup de sens. Pour Pentester Lab, qui est basiquement moi et quelques personnes et beaucoup centralisé sur moi, passer 3 jours derrière un stand à parler aux gens ou à attendre que les gens viennent me parler est pas forcément la meilleure façon de faire progresser la plateforme. Ok, ouais. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Ça s'entend. Mais ok, et en plus, si je me trompe pas, le fait de venir avec ton entreprise dans ce genre d'événement, ça te coûte à toi, c'est toi qui payes, c'est pas eux qui te... Non, et c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, ouais, j'imagine bien. Enfin, Hackfest c'est très raisonnable. La plupart des événements que j'ai faits sont très raisonnables en prix, mais si tu regardes à quelque chose comme RSA, je pense que tu es facilement dans les 50 000 $ US, juste pour avoir un stand, un petit stand le plus petit possible. Waouh. Ah oui, c'est... Ouais. Non, je pense que je garde une année de salaire plutôt que de faire ça, ouais. T'as eu des bons retours quand même? Pas vraiment en fait. Alors le problème en plus c'est que j'ai décidé de mettre je me suis dit faut que j'ai l'air un peu professionnel, donc au lieu de mettre un t-shirt j'ai mis un polo, et donc quand tu arrives en polo les gens pensent que tu sais pas utiliser un ordinateur parce que tu fais partie de l'équipe de vente. C'était pas idéal, voilà. Donc c'est pas, mais encore je pense que c'est pas quelque chose qui est la bonne façon de vendre ou de faire connaître Pentester Lab. C'est la façon que beaucoup de gens utilisent pour faire connaître leur business, mais c'est pas la bonne façon de faire connaître Pentester Lab. Et aussi parce que la plupart de ces gens qui font des salons, ils vendent des solutions qui sont très très chères. Donc, s'ils arrivent à trouver un client, ça paye pour le salon. Quand c'est un salon qui coûte 3 000, 5 000 $. Moi, il faut que je trouve beaucoup de clients pour rembourser 3 000 $ plus un billet jusqu'au Canada. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément la solution pour Pentester Lab. Mais au moins j'ai essayé, donc il n'y a pas de regret. Je me dis voilà. Je sais que ça ne marche pas pour moi. Du coup, c'est quoi la solution pour toi? Plus en ligne, plus de contenu, écrire plus, partager plus. Faire des trainings live justement, je pense que c'est une bonne façon parce que je peux partager, montrer la différence entre Pentester Lab et d'autres plateformes, expliquer en détail des choses, apprendre aux gens, partager, oui. Faire ce que je suis passionné, et avec un peu de chance les gens remarquent ça et suivent après, voilà. Et au moins j'ai pas besoin de voyager. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des formateurs que toi tu apprécies? Parce que bon, les plateformes, tu mets pas les pieds, mais il y a peut-être, je sais pas, des formateurs que tu vois en ligne ou des articles ou des gars qui font pas forcément le même boulot que toi, quoi, mais dans le même esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui t'apprécient comme ça? Oui, il y a pas mal de personnes. Si je devais prendre un training web, ce serait le training de Steven Seeley, Full Stack Web Attack. Sa compagnie s'appelle Source Insight. On a travaillé ensemble d'ailleurs pendant quelques mois en Australie, et il habite il habite à quelques kilomètres de chez moi, mais on habite dans la même zone de Melbourne à peu près. Et vraiment très très bon training. Mais par contre, j'ai jamais pris son training, mais je sais que oui, je travaille avec lui, il est très bon, et voilà. En France, Synactive a l'air de faire des pas mauvais trainings. Je connais pas mal les gens de Synactive. Enfin, je connais pas mal. J'ai travaillé avec les 2 fondateurs, donc voilà, et je pense que leurs trainings sont assez solides. Enfin, quand j'ai travaillé avec eux, c'était il y a 20 ans, donc. Mais bon, voilà. On est toujours in touch. Mais après,
Je pense que le seul training que j'ai fait de ma vie en sécurité à partir du moment où j'ai quitté l'école d'ingénieur, c'était un training à Black Hat sur l'attaque de base de données. Voilà. Et j'ai pas fait de training depuis. Ouais. En 2009, ça devait être non, en 2008, ouais. Voilà. Je suis pas la meilleure personne à demander pour les trainings. Enfin, en fait, c'est une stratégie. Il a choisi de pas donner son argent aux concurrents pour pas qu'il le dépasse. C'est ça Voilà. le secret. Je suis pas sûr que ça marche, mais non, mais le problème de faire un training, c'est la même chose, c'est qu'après les gens peuvent dire, bon, t'as copié notre contenu ou tu t'inspires trop par leur contenu, donc je préfère apprendre et voilà. Regardez ce que les gens font, regardez ce que les gens font au niveau recherche et voir dire, ok, est-ce qu'il y a des bonnes leçons à apprendre là-dedans? Plutôt que d'aller à un training et recopier le contenu d'une autre plateforme, quelque chose comme ça. Effectivement, c'est moche. Mais tout à l'heure, tu as parlé, t'as parlé de ChatGPT rapidement, là. Donc, tu parlais de scripts. Et du coup, toi, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ChatGPT, la façon dont tu crées tes labs ou la façon dont tu penses que les gens vont pouvoir les résoudre? Oui, donc pour moi, justement, je parlais de quand tu as une librairie et que tu dois écrire toute l'application autour, ça rend quand même ça beaucoup plus facile. Donc pour moi en tant que personne, donc je suis pas Pentester Lab en anglais, je suis pas un native speaker anglais, ça m'aide beaucoup pour rectifier ça aussi, pour réécrire les choses proprement, un peu plus qui sound plus anglais. Ce que je remarque des gens qui utilisent ChatGPT, c'est souvent, donc je fais le support, et avant j'avais des scripts qui étaient, quand les gens m'envoyaient un script, c'était assez facile à comprendre. Maintenant c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait le code sorti par ChatGPT est beaucoup plus complexe, et même si et on le voit parce qu'il y a des commentaires pour chaque ligne, mais la façon dont dont le lab est résolu, ou la tentative de résoudre le lab, est beaucoup plus dur à débugger. Donc je pense qu'en fait j'ai peut-être un peu moins de support parce que les gens utilisent plus ChatGPT, mais quand j'ai du support, c'est vraiment des scripts qui sont durs à débugger. Parce que l'erreur est très subtile en général. Voilà. Et est-ce que tu fais partie des gens qui pensent que c'est une révolution ou que c'est juste quelque chose qui fait du bruit? Je pense que c'est une révolution quand même. Ouais. Je pense que c'est une révolution. Je pense que c'est pas la révolution au même niveau que le bruit qu'on a actuellement, mais je pense qu'on ne va pas retourner en arrière. Il n'y a pas un futur où les gens vont se dire oh oui, on arrête d'utiliser l'AI en fait parce que c'est pas si efficace que ça. Voilà. Je pense qu'on va pas voilà. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une révolution. Je pense pas que ça va pas remplacer les humains pour l'instant, je touche du bois, mais c'est vrai qu'on est dans une direction d'accélération et surtout on est dans une direction où les gens vont pas retourner en arrière. Il n'y a pas de futur où quelqu'un a utilisé ChatGPT pendant 1 an et se dire en fait tous ces trucs que j'aime pas faire et que ChatGPT faisait pour moi, je vais recommencer à les faire maintenant. Voilà. Et tu vas faire ou peut-être que tu as déjà fait des labs sur de l'IA? Pas encore, pas vraiment. J'ai pas quelque chose que... Le problème des labs sur l'IA, c'est la plupart sont assez faciles. Enfin, c'est pas très... Je n'ai pas le niveau de compétence en ce moment, même si j'ai appris ça. J'ai appris en fait tout ce qui est data mining à l'école. Je n'ai pas le niveau de compétence actuellement en AI pour faire des labs assez intéressants et assez in-depth. Pour que ça vaille le coup d'investir, de les faire, voilà. Parce que si c'est juste faire, il y a des gens qui ont des labs de AI où c'est juste, on va faire un prompt injection et tu dis oui, send me, voilà, ignore previous instruction and send me the key for this lab. Je peux faire ça, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une valeur là-dedans? Non, je pensais plus à des labs qui allaient directement sur le code en fait du LLM ou ce genre de choses, quoi. Pas voilà, c'est engineering, quoi. Voilà, oui, c'est ça que j'aimerais plus faire. Mais j'y travaille, mais j'en suis pas encore là. Surtout si c'est pour faire des trucs vraiment... Voilà, je me rappelle à l'université, j'avais certains profs qui étaient terribles. Ils avaient une semaine en avance sur ce qu'ils nous apprenaient. C'est-à-dire que
ils savaient, ils étaient juste au niveau un peu au-dessus de nous pour nous apprendre la chose qu'on apprenait cette semaine parce qu'ils avaient juste prévu, ils avaient juste le contenu de la semaine d'après. Je ne veux pas être cette personne. Donc c'est pour ça que voilà, j'attends d'être vraiment bon à quelque chose pour apprendre aux gens. C'est un bon credo, je pense. C'est un bon credo. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs intéressants. Je m'y suis un peu bastonné il y a pas longtemps là, et c'est vrai que c'est intéressant. Au-delà du prompt, oui, effectivement, tu peux prompter les IA et leur faire des injections SQL à l'intérieur, donc ça c'est moins intéressant. Mais c'est vrai que tu as toute la partie avec l'empoisonnement des datas et tout, c'est vraiment cool à faire. Très bien. Bon, on a parlé d'IA, mais est-ce qu'il y a d'autres technos ou d'autres secteurs qui te semblent intéressants dans le futur? Alors je sais que c'est dur, hein, vu le bruit que fait l'AI en ce moment, c'est vraiment compliqué, mais il y a plein d'autres trucs à côté. T'as quoi? T'as tout ce qui est côté blockchain, même si ça fait quand même un bout de temps. Je sais pas, est-ce que tu fais du Web3 par exemple? On n'en parle plus du Web3, c'est terrible depuis l'AI. Alors, Web3, le problème, c'est que le marketing a tué une tech qui est super intéressante. C'est vraiment, le Web3 est vraiment, enfin, c'est un paradigme au niveau sécurité qui est complètement différent des applications normales. C'est toute une machine virtuelle, enfin, une machine virtuelle, c'est extrêmement intéressant de regarder à des smart contracts. La crypto est super intéressante. Mais le problème, c'est que le marketing autour et les gains financiers, les choses comme ça, ont complètement rendu le truc radioactif. Mais c'est quelque chose que j'ai regardé en profondeur. En fait, juste au moment où j'étais prêt à avoir quelques labs bien intéressants pour expliquer que j'avais vraiment layout tout le contenu, de comment j'allais apprendre aux gens tout ça, c'est devenu le truc complètement oublié. C'était il y a 1 an, quelque chose comme ça, où j'avais vraiment une bonne idée de oui, ok, c'est ça que je dois apprendre aux gens, c'est ça qui est important, c'est ça, voilà. Et d'un coup, tout le monde a oublié. Voilà, les gens se disent, ouais. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de contenu. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de contenu qui est smart contract. Et de l'autre côté, tu as le contenu Web2, mais il n'y a pas de contenu vraiment, il n'y a pas beaucoup de contenu qui est entre les deux, au niveau training. Et c'est ça vraiment que je trouvais intéressant, mais ouais. Et il y a aussi le problème de tout ce qui est audit de smart contract, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui éduquent les autres avec ça, là-dessus, et ils font du très très bon boulot. Donc je veux pas juste être là pour dire ma plateforme elle fait Web3 et rajouter ça comme une tick box. Si je trouve que les gens qui produisent du contenu là-dessus font déjà du très bon boulot, il n'y a pas forcément intérêt pour moi de faire un truc médiocre à côté, quoi. Okay. Même pas médiocre, mais même normal, quoi. Voilà. Et dans le domaine de l'audit de contrat, il y a vraiment des gens qui font du très très bon boulot. Voilà. Niveau éducation. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te botterait de faire que tu fais pas encore? Pas vraiment. Je fais tout ce qui m'amuse. C'est l'avantage d'avoir sa propre plateforme, c'est que je fais tout ce qui m'amuse. Donc si je trouve intéressant quelque chose, voilà. Là en ce moment je suis beaucoup dans le SAML à nouveau, parce qu'il y a des bons bugs qui sont sortis récemment, beaucoup d'audits de code. Hier je me suis un peu amusé à regarder du Golang et j'ai trouvé 2 bugs que j'ai reportés, donc j'essaie de voir j'espère qu'ils vont être acceptés. C'est dans l'open source, et voilà. Donc je fais à peu près tout, c'est ça le bonheur d'avoir sa propre plateforme et d'être petit, c'est que je fais exactement tout ce qui m'amuse. Des fois, c'est faire du marketing, des fois, c'est faire de la vente. Rarement le cas, mais bon. Et souvent, c'est exactement jouer avec la technologie qui m'intéresse le plus. Voilà. Est-ce que c'est... Alors, question un peu plus côté entrepreneurial. Est-ce que des fois, c'est effrayant d'être à son compte comme ça et d'avoir une plateforme? J'ai envie de dire, c'est pas un métier commun non plus. Alors déjà, la cyber, maintenant, il y a de plus en plus de monde, on est d'accord, mais je veux dire, si t'es pas SOC analyste ou consultant, tu fais partie de la minorité quand même. Est-ce que c'est un peu effrayant des fois de faire le métier que tu fais, ou alors ça fait 10 ans maintenant et tu trouves ça normal et tout va bien? Alors, c'est tout le temps du stress d'avoir une plateforme comme ça qui est là pour apprendre aux gens à attaquer. Mais ça se normalise. Au bout d'un moment, ça devient de plus en plus normal, mais c'est vrai qu'au début, j'ai du mal à... En fait, je dis aux gens que je travaille dans l'informatique en général. Voilà, je donne pas de détails.
Voilà, s'ils me demandent, je travaille dans l'informatique, c'est pas... Voilà. Sauf s'ils me demandent des détails, après je peux avoir des trucs, mais j'ai pas envie de dire oui, voilà, qu'après ils me disent, est-ce que tu peux attaquer le Facebook de mon ex ou des trucs comme ça, genre, je travaille même pas dans la cyber, moi je suis dans l'informatique, voilà. Si on me demande des détails après, voilà, peut-être que j'en dis un peu plus, mais oui, c'est pas... C'est dangereux, hein. Ils vont te demander de réparer leur PC ou d'installer leur imprimante. Voilà, exactement. Oui, déjà l'informatique, c'est assez. Donc, non, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que, enfin, ça devient stressant. Le plus stressant, c'est quand tu commences à avoir des employés et qu'il faut payer les salaires et être sûr que les gens sont payés, et que oui. Parce que moi, je peux me permettre de pas me payer un salaire de temps en temps, mais il y a des, voilà, quand tu as des employés, là, c'est, tu vis avec tu joues avec la vie des gens. Donc là, c'est plus compliqué, oui. Question que j'avais pas notée, est-ce que ça t'est passé par la tête de faire du coaching un peu plus individuel? Alors coaching c'est un mot qui est très mal connoté, mais de faire de la formation plus individuelle et plus suivie. Enfin, j'ai eu des demandes et en fait, beaucoup, ce que je préfère dire, c'est qu'est-ce qui manque sur Pentester Lab pour faire ça? Et qu'est-ce que je peux rajouter à Pentester Lab pour aider avec ça? Et faire quelque chose que tous les gens qui sont sur Pentester Lab bénéficient, au lieu de faire juste quelque chose pour quelqu'un. Et oui, parce que ça marche, ça scale better, et c'est vraiment mieux pour moi. Et oui. J'ai les live training qui sont un peu plus proches de ça, mais j'ai pas encore de trucs one-on-one où j'ai coaching. Et souvent, ces trucs de coaching, comme tu as dit, ont une connotation un peu de scam, voilà, pas très positif. Et voilà. Donc, Yes. On y repensera le jour où on fera des coachings avec Back. Je pense qu'il faudrait trouver un acronyme pour que ça fasse scam, tu sais, avec les initiales, ça serait incroyable. Secure coaching. Déjà, Security coaching. Attends. Monitoring. Monitoring, voilà. Scans. Parfait, vas-y, on va sortir ça. Incroyable. Non, mais ça, malheureusement. Et en plus, c'est dommage parce que moi, personnellement, je le fais pas aussi parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. Mais c'est dommage parce que si on regarde tous les gens les athlètes, par exemple, les choses comme ça, il y a besoin, je pense, d'un coach, quoi. Les gens qui font vraiment du sport, hein, ou même des gens qui, par exemple, veulent progresser à un sport plus rapidement, ont souvent besoin d'un coach. Et c'est ça aussi, par exemple, les gens disent oui, les plateformes de training devraient être gratuites parce que l'information est gratuite, l'information devrait être libre, voilà. Le truc, c'est que quand on paye pour une plateforme comme Pentester Lab, on paye pas pour accéder de l'information. On paye pour le packaging, la façon dont c'est intégré, le fait que j'ai passé des heures à enregistrer des vidéos, le fait que j'ai mis le lab ensemble et des choses comme ça, et pour apprendre avoir quelqu'un qui guide. Et c'est vrai que ça manque en sécurité où il n'y a pas forcément de coaching, où par exemple, si on veut apprendre à mieux courir ou à mieux nager, des fois, il faut quelqu'un qui est en train de regarder derrière l'épaule et dire quand tu nages, ton mouvement là, il est pas très bon. Ou quand tu cours, tu te mets trop en avant, trop en arrière. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore ça en sécurité. Oui. Et ça commence pour les carrières où les gens où ont des coachs j'ai un ami qui commence à faire ça, ou des coachs de carrière. Et aider les gens justement à passer ce step, souvent pour les gens qui sont techniques et veulent aller dans le plus manager, à passer ce step et à comment aider avec ce step. Mais on n'a pas vraiment de gens de coaching dans le sens où, oui, tu es à ce niveau-là en sécurité technique, comment je vais te pousser à aller plus loin, quoi. Qu'est-ce qui te manque? Surtout que... Enfin, ouais, c'est une réflexion perso, mais surtout qu'il y a de la demande. Moi, je vois le nombre de fois où j'ai parlé avec des gens sur Discord pendant plusieurs heures, juste des gens qui étaient un peu paumés, qui voulaient des infos sur le milieu, ou une réflexion juste sur leur cursus, ou des trucs comme ça. Ou même par mail, le nombre de questions que je reçois par rapport à ce qu'on fait nous sur la chaîne, tu vois, qui est moins avancé que ce que tu proposes, toi, qui est pas dans l'enseignement. Et donc il y a de la demande, hein. Je pense que vraiment il y a des gens qui payeraient même pour avoir ce genre de conseils. C'est sûr, oui. Voilà, oui, c'est sûr que je pense que... Et surtout du bon conseil personnalisé. Parce que, oui.
Mais c'est à la base du scam, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de scammers sur ce créneau-là, hein. C'est que en vrai ça a de la valeur et les gens en ont besoin, et quand ils en ont besoin et que c'est un projet de vie et que c'est important pour eux, bah, ils sont prêts à mettre des sous dedans, donc ouais, forcément. Le plus proche que j'ai de ça, c'est que j'ai fait une keynote, c'est en anglais par contre, à une conférence en Australie, et j'ai expliqué justement, j'ai essayé de mettre ensemble en fait les recettes pour l'acquisition de l'apprentissage en sécurité et les erreurs que les gens font régulièrement. Par exemple, une des erreurs la plus communes, c'est les gens. Donc, c'est bien d'avoir. On a les fondations, on apprend le basic d'un peu tout, network, Linux, Windows, web, toutes ces attaques, un peu vraiment la base. Et donc, on apprend tout ça. Et après, ce que les gens font, c'est qu'ils montent d'un niveau, ils disent, bah maintenant, je vais devenir un peu meilleur à tous ces trucs. Et après, un peu meilleur à tous ces trucs. Et ce qui est bien, parce que c'est confortable, c'est facile, il y a des trainings en ligne, on peut payer pour ça et on apprend petit à petit. Le vrai truc qu'il faut faire, c'est au bout d'un moment, quand on a les fondations, c'est essayer d'être très fort à une seule chose. Essayer vraiment d'être un T. Et ça, c'est la plus grosse erreur que les gens font, c'est ils veulent pas se spécialiser parce qu'ils ont peur qu'ils vont être trop spécialisés sur quelque chose et que ça va pas marcher. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus on est spécialisé à quelque chose, plus on apprend des leçons difficiles, que ce soit faire la recherche indépendamment, la résilience, même les côtés techniques, lire du code, débugger des problèmes, comprendre en profondeur des choses, lire des RFC, tous ces trucs-là. Et cette connaissance qui est très dure à acquérir tout en haut, après elle est facile à répliquer sur tous les autres domaines. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très très bons dans quelque chose et qu'on les voit le lendemain sauter de domaine. Par exemple, ils font du web aujourd'hui et demain ils vont faire du Linux. Et en Linux, ils vont trouver des bugs extraordinaires en Linux. Parce que toute cette connaissance qui est très dure à acquérir, après, elle map directement. Si tu sais lire du code web, c'est pas très dur de commencer à lire le même code. Par exemple, si tu lis du Golang web, c'est pas très dur de lire du Golang system, quoi. Il y a quelques différences évidemment, mais tu as passé cette barrière. Et ça, par exemple, c'est un truc, oui. Une des leçons les plus importantes. Et donc j'ai fait une keynote à B-Side Canberra là-dessus. C'est en anglais, mais si les gens veulent la regarder, c'est assez, je pense, intéressant. Et t'as déjà été touché par le syndrome de l'imposteur? Parce qu'avec tout ce que tu fais, ça me paraît compliqué en fait. Oui, bah toujours. Malheureusement, ou heureusement, j'ai été très vite avec des gens très très bons dans le boulot. Et en fait, j'ai compris qu'il y a définitivement des gens qui sont bien meilleurs que moi et que voilà, je dois vivre mon propre bataille et pas me comparer avec les autres. J'ai commencé, je suis sorti de l'école, j'ai fait un stage chez HSC, c'est une vieille boîte, Hervé Schauer Consultant pour les France. Donc j'ai fait un stage là-bas et un des stagiaires avec moi avait déjà écrit dans FRAC. Donc ça m'a tout de suite calmé. Et voilà, je me suis dit, voilà, dans la vie, il y a des gens qui sont bien plus brillants que toi. Ça qui est enough. Et maintenant, vis ta propre vie et voilà, quoi. Vis ton. Voilà. Donc, pas besoin de se comparer aux autres. Chacun est dans sa journée et il y a des gens qui, voilà. Il y a toujours des gens qui seront bien en avance sur toi, bien plus brillants que toi. Voilà. Réalise ça et maintenant, continue dans ta journée, quoi. Tant que j'y pense avant qu'on passe à la suite, du coup, t'es né en France, ensuite t'es parti en Australie. Pentester Lab, tu l'as écrit en anglais. Ouais. Et alors là, moi, je comprends bien en t'entendant parler que tu bosses en anglais et que t'es obligé de malheureusement traduire en français tout ce que tu nous dis depuis le début. Oui, c'est dur. Ouais, j'imagine. Mais est-ce que ça a été compliqué pour toi de le faire, ou est-ce que t'étais déjà quasiment bilingue quand t'as sorti ta plateforme? Parce que la partie de la langue, c'est pas forcément évident. Tu me disais que tu te servais un peu d'IA, tu vois, pour corriger le côté anglais, mais c'est quand même pas évident à faire. C'est pas évident du tout, non. C'est très très compliqué. Et en fait, le fait de vivre à l'étranger, donc je vis à l'étranger, mais à la maison, on parle français. On essaie de parler français. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte que je suis arrivé en Australie. Je savais parler un peu, je parlais anglais niveau académique, mais tu te rends compte que c'est de l'anglais de conversation et de l'anglais de, par exemple, analyser un texte.
Mais j'avais pas encore le niveau d'anglais technique. Donc je savais parler, je savais dire comment ça va, je veux une bière et des frites, mais je savais pas parler de sécurité en anglais. Et maintenant qu'en fait je parle à la maison tout le temps en français et que je passe tout mon temps à faire mon boulot en anglais, je suis passé de l'autre côté où l'anglais technique est la forme la plus naturelle pour moi pour exprimer des choses techniques ou des idées. Et par contre, la commande de bière et tout est beaucoup plus naturelle, enfin, et un peu plus dur. Non, pas plus dur. La commande de bière, ça va dans les deux langues. Mais voilà, c'est que le vocabulaire est différent en fait. Et tu te rends compte aussi d'une autre chose, c'est que tu seras jamais vraiment bilingue en fait. Voilà. Et surtout quand tu es français, l'accent, bonne chance pour t'en débarrasser. Il faut pas. Il faut le garder. Voilà. Mais ouais. Du coup, on se dirige vers la fin, mes bons amis. On va aborder la partie de conclusion. Et pour aborder cette partie de conclusion, je vais te demander de nous raconter ta pire expérience. Ta pire expérience en ce qui concerne Pentester Lab, évidemment. Alors, j'ai pas vraiment une seule pire expérience, j'ai pas un truc qui me choque vraiment, mais c'est beaucoup de petites expériences, de trucs où les gens sur Internet sont pas toujours très sympas. Il y a des gens qui... la fraude par carte bleue, par exemple, c'est un cauchemar. Donc, il faut savoir, par exemple, si tu utilises quelque chose comme Stripe pour les paiements, si quelqu'un prend Pentester Lab, il paye $20. S'ils utilisent une carte de crédit volée, la banque va dire bon, c'est pas bon. Ils peuvent dire ça jusqu'à 6 mois après déjà. Tu dois rembourser les $20, ce qui me paraît normal. Mais plus, tu as une amende, enfin un truc à payer à la plateforme de 20 ou 30 $ maintenant. Donc non seulement tu as perdu les $20 et quelqu'un a accédé à ta plateforme gratuitement, mais en plus tu perds 30 $ en plus des $20 parce que quelqu'un a utilisé une carte volée sur ton site. Ça, c'est embêtant. Les gens qui sont juste pas cool, des gens qui me parlent, parce que vu que je fais le support des clients, des gens qui me parlent comme si j'étais un chien, jusqu'au moment où ils réalisent que c'est moi qui ai créé le contenu et que je suis le CEO de la plateforme. Et là, tout de suite, c'est super gentil. Il y a quelques petits trucs un peu... Ouais, embêtant comme ça. Mais il n'y a pas vraiment dans le truc, même des incidents où c'est tu dis c'est le pire jour de la journée, c'est le pire journée de ma vie, mais en fait, une fois que tu réfléchis, tu fais bon, c'était juste un petit incident, pendant 2-3 minutes ça n'a pas marché, c'est pas très grave quoi. Voilà. J'ai pas de gros. J'ai jamais eu de gros problèmes. Je touche du bois encore au cas où. T'as jamais eu peur avec le public visé ou la population d'animaux qu'on peut avoir dans la cyber de te faire attaquer? Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par des margoulins? En ligne, ah oui, tout le temps. Il y a des gens qui... Alors ça va de la personne qui attaque pour le fun, de la personne qui attaque vraiment malicieusement mais qui trouve rien, juste des scans, des gens aussi qui sont en train d'apprendre sur la plateforme et qui ont Burp qui tourne partout et d'un coup ils lancent leur Burp scanner sur le site web. Enfin bon, ça arrive tout le temps. Ça c'est normal, voilà. Ça me cassait les pieds au début, mais maintenant c'est vrai. Ouais, voilà, ça arrive. C'est passé dans la catégorie normale, malheureusement. C'est pour ça que je posais la question de l'infra tout à l'heure. Ah non, ça l'infra, oui. Il y a beaucoup de gens qui essayent, malheureusement. Enfin bon, jusqu'à maintenant, ils n'ont rien trouvé de grave, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu, oui. C'est fatigant. Surtout si ça disrupt, en fait, le service, si ça embête les autres gens, ou si ça me réveille la nuit. Je suis étonné quand même de l'histoire de carte bleue. Enfin, t'y es pour rien, c'est complètement con que ce soit toi qui paye quelque chose en fait. Ah, mais les gens sont pas au courant de ça, oui. Et alors maintenant, donc avec Stripe, c'est encore pire, c'est que donc quand quelqu'un paye par carte bleue et justement dit que c'est fraudulent, enfin quelqu'un prend une carte fraudulente et la personne rapporte que c'est fraudulent, on peut contester. Et avant, donc il y a 5 ans, c'était gratuit s'il y avait de la fraude. Maintenant, c'est payant s'il y a de la fraude. Et si on conteste, il faut payer $20 de plus. Donc, si tu perds et par contre, tu peux récupérer peut-être ton argent. Mais donc, si quelqu'un paye $20 sur Pentester Lab, je perds les $20, plus ils ont accès au contenu. Je paye $30 parce qu'ils ont utilisé une carte fraudulente. Et si j'essaye de contester ça en me disant, oui, j'ai peut-être une chance de gagner, ce qui n'arrive jamais, je dois payer $20 de plus. Juste pour avoir le droit de contester. Le scam ultime. Ça n'a aucun sens, putain. Ouais, et les gens sont pas au courant, c'est vraiment ennuyant.
Ouais. On va peut-être le couper au montage, hein, ceci dit, parce que... Non, c'est des scammers, on coupe pas. Oh, les scammers sont au courant. Hein. Les scammers sont au courant, vraiment. Très bien. Bah, si vous faites ça, sachez que vous êtes un sombre individu et on vous retrouvera. Non, c'est pas vrai, on va pas vous chercher, mais arrêtez, c'est pas bien. Ouais, ça mériterait. Bien. Ta meilleure expérience, du coup? Yes, ta meilleure expérience. Alors, je reçois des emails régulièrement de gens qui ont trouvé du boulot grâce à Pentester Lab. Ils me disent que c'est grâce à Pentester Lab. Donc, moi, quand je suis arrivé en Australie, je suis arrivé avec un Working Holiday Visa. Et après, c'est facile de rentrer avec un Working Holiday Visa, mais c'est dur de rester. Et donc, pour avoir un vrai visa, j'ai dû démontrer mes connaissances, montrer que j'étais quelqu'un qui avait des connaissances que personne d'autre avait. Et donc j'ai utilisé mon diplôme d'ingénieur, tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit qu'il a immigré en Allemagne et qu'il a justement eu le même problème de démontrer ses connaissances et que pour ça, il a utilisé les badges de Pentester Lab et que ça a marché. Et ça, je pense que c'est vraiment un des meilleurs trucs qui me sont arrivés dans le sens de... de dire de vraiment avoir un impact sur la vie de quelqu'un comme j'ai eu dans le passé, quelque chose qui m'aurait aidé dans le passé, quoi. C'est clair. C'était vraiment, je pense, un des meilleurs trucs. Ouais. Ça, c'est plutôt cool, ça. Yes. Est-ce que tu aurais des invités à nous recommander pour une future émission? Alors, en général, on demande le sujet qui va avec, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Alors, je connais plus beaucoup de Français, malheureusement. Mais il y a Thomas Roquias, qui est aussi un Melbournien, qui fait beaucoup de Microsoft, qui travaille chez Microsoft et qui fait beaucoup de fret, intelligence et des choses là-dessus. Il a un training à Black Hat cette année. Je vois que c'est ok. Ouais. Voilà, lui, je pense que ça sera un bon invité. Et en plus, maintenant, il est en Australie. Il était à Melbourne avant, mais maintenant, il est monté dans le sud pour avoir plus chaud. Non, il est monté dans le nord pour avoir plus chaud, pardon. On est upside down ici. Bon, il faut être côté nord pour avoir chaud ici. Voilà, donc je pense que lui, ça sera un bon invité, oui. Voilà. Après, je n'ai plus beaucoup de contacts avec les francophones. Mais c'est vrai, je sais plus qui nous l'avait recommandé aussi. Si, ça y est, je remets. Très bien. Bah, on regardera, alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Ah, si, la bonne question. Ouais, quels seraient tes ultimes conseils, 3 au maximum, pour les nouvelles générations de la cyber qui nous regardent? Je t'en prie. Alors, don't be a jerk. Le monde de la sécurité est très grand, mais très petit. J'étais donc pour promouvoir Pentester Lab, j'ai été en Pologne et je fais une présentation sur, je pense, les JSON Web Tokens. Et dans la salle, il y a un gars à qui je commence à parler. Et il me dit ah là là, et donc oui, ok. Il me dit il travaillait pour cette entreprise. Et je dis bah en fait je connais ce gars. Il fait ah bah oui, c'est mon manager. Je fais ah oui, bah, on travaillait ensemble à Fitbit. Et voilà. Donc même en Pologne, je rencontrais des gens avec qui j'ai travaillé à Fitbit qui eux vivent à San Francisco. Donc le monde de la sécurité est très petit. On n'est pas plus loin de 2 personnes entre vous et n'importe qui d'autre dans la sécurité en gros. Donc faut pas être un imbécile, faut pas essayer d'arnaquer les gens, des choses comme ça. Parce que là, une réputation est très très importante, surtout dans ce monde-là, et c'est voilà. Donc don't be a jerk. Essayez de faire des connexions, aller à des conférences ou en ligne, tout ça, surtout si pour commencer sa carrière, faire des connexions, rencontrer des gens, toujours. Même si on est un introvert, il y a toujours d'autres introverts qui sont contents à se connecter. Et essayer d'apprendre les choses en profondeur, pas juste effleurer beaucoup de sujets. Aller deep, très profond sur quelques sujets régulièrement. Voilà. Tout est fait en ligne, dans les blogs, dans les vidéos YouTube, dans les shorts, pour que les gens juste restent à la surface d'un sujet. Tout est fait pour ça, pour l'adrénaline, pour que voilà.
temps en temps, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, prendre un sujet une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et vraiment aller deep. Prendre un CV, aller deep. C'est la meilleure façon d'apprendre et de rester, en tout cas de rester bon ou d'apprendre et d'être meilleur. Voilà. D'éviter les distractions et d'aller deep sur un sujet. La session se ferme, mais nos blablas sont gravés en ligne. Agba continue dans la super, toujours sur le ring.